Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Actualité, ma foi, un petit peu plus froide que d'habitude cette semaine, grève oblige en décembre, on a reporté ce numéro pour le début de l'année 2020. Je veux bien sûr parler de The Witcher qui est arrivé sur Netflix en décembre dernier, en même temps que Star Wars, donc la fenêtre est un petit peu pas très évidente aussi, hein, je crois, mais bon, on reviendra donc sur la saga initiée par Andrzej Sapkowski, pardon. Pardon. Ça commence très très bien. Alors, ça va être une émission mot contre triple aujourd'hui, hein, je vous préviens tout de suite. Donc les romans, les jeux vidéo et également la série Netflix en bien belle compagnie. À ma gauche, Pierre Mogin. Salut. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va bien et toi ? Très très bien. On t'avait reçu donc pour l'émission spéciale sur FF15. Ouais. Square Enix va-t-il y survivre ? La réponse pour l'instant ça va. Ça va, voilà. FF14 on va dire. Donc on te retrouve dans JV Le Mag, dans Canard PC, dans le casque et l'enclume. Également la légende FF6 chez Sœur d'édition et les coulisses de Devolver dernièrement. Ouais, en top dernier, ouais. En tout dernier, tout à fait. Est-ce que tu as une actualité en ce moment ? Qu'est-ce que tu as dans le pipe ? Alors, dans les articles récents, j'ai sorti un article sur les inspirations picturales de jeux vidéo, en fait, comment ils les digèrent et comment ils s'en servent après pour évoluer. J'ai Canard PC, donc celui du mois qui arrive là. Très bien. Voilà. Donc à retrouver dans Canard PC. À tes côtés, on a Guillaume. Comment ça va ? Bonjour. Ça va très bien. Très content de parler de The Witcher. Bon, on devine, tu bouillonnes. J'étais un peu forcé la main sur The Witcher 3. J'espère que j'attends ton côté magnanime. Ça a payé. J'avais fini le jeu hier soir, figure-toi, à 3h du matin. Une bonne soixantaine d'heures de jeu, on reviendra dessus. Voilà, si vous avez eu la chance de suivre ça en stream, à partir de la semaine prochaine, je stream Tokyo Mirage Session, vous êtes prévenus. En face, nous avons Alexis, comment ça va ? Très bien, et justement, pour ajouter sur ce que tu sais, Guillaume, ça fait des années que tu nous regardes avec un peu de condescendance en nous disant oui, The Witcher 3, c'est surcoté, etc. J'ai pas dit que c'est surcoté, j'ai dit le Hellfest, c'est pas mon délire, c'est voilà, tout. Et finalement, c'était bien plus que ça. Enfin bon, on va en parler tout à l'heure. Quand on oublie que c'est un jeu vidéo, on regarde des très très belles choses. Jonathan, comment ça va ? Très bien, moi je suis heureux d'avoir vu ton épopée, même ne serait-ce qu'en partie sur The Witcher 3. Parce que je suis content que tu nous rejoignes enfin. Les péripéties ont été nombreuses sur le chemin, on va en parler tout à l'heure effectivement. Donc Guillaume, tu vas nous parler de DBZ Kakarot aujourd'hui et de Witcher après, je l'espère. Et quant à toi Jonathan, tu vas nous parler de la série Netflix The Witcher, et son statut d'adaptation plus ou moins heureuse, on reviendra là-dessus. En fin d'émission, parce qu'on va opter en 3 parties, les romans d'abord, les jeux vidéo ensuite et la série et l'avenir de la saga. En fin d'émission, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, #HPL sur Twitter, on vous lit, également sur le chat, on salue Mafouba. N'hésitez pas à partager avec nous vos anecdotes, vos remarques, vos questions, on tâchera d'y répondre de manière pertinente, je l'espère, tout au long de l'émission. C'est parti pour la critique, mon ami Guillaume, de Dragon Ball Z Kakarot. Mais c'est de la merde. Alors, Dragon Ball Z Kakarot, mon ami Guillaume. Écoute, je te laisse le soin de prendre. Disons, oui, le début de l'année est un petit peu chiche côté JV de grande envergure. Il faudra plutôt se tourner vers le mois de mars et avril pour ça. Même si malgré les reports, mars-avril va être quand même relativement nourri. T'as eu l'occasion de mettre la main sur DBZ Kakarot, qui était peut-être l'un des événements vidéoludiques les plus attendus des fans de Japanime au début de l'année. Pourquoi est-ce que ce jeu était attendu et qu'est-ce que tu en as retenu ? Alors, il était effectivement attendu car la saga Dragon Ball est loin d'être le parent pauvre de la scène manga adaptée en jeu vidéo, on l'a bien vu ces dernières années, avec entre autres la série des Xenoverse, les Dokkan Battle sur mobile, qui sont des free-to-play qui impriment de la monnaie comme on dit en microtransactions, ou encore l'extraordinaire Fighter Z qui est sorti il y a 2 ans, alias pour moi en tout cas le meilleur jeu Dragon Ball à l'heure actuelle. Il manquait tout de même un projet un peu plus ambitieux du genre à aller titiller les ténors de l'action RPG, et c'est donc chez CyberConnect 2 qui se sont chargés de cocher cette case. En effet, le développeur japonais que l'on connaît déjà bien pour avoir adapté la saga des Naruto, souvent de fort belle manière, avec les Ultimate Ninja, ou encore pour avoir pondu cet ovni extraordinaire qui est Asura's Wrath, et que le studio d'ailleurs le studio d'animation Trigger n'aurait sans doute pas renié. Présentation faite, donc à DBZ Kakarot. Le jeu prend la forme d'un action RPG solo à semi-monde ouvert, j'en reviendrai juste après, et a adapté la totalité de la saga Dragon Ball Z, soit de l'arc des Saiyans avec l'arrivée de Raditz sur Terre, et qui se termine avec celui de Boo. Si vous connaissez bien la saga Dragon Ball, ce que j'espère pour vous, alors vous ne serez pas perdu dans quelconque scénario original ou de rencontre de personnages inconnus.
Et j'ai envie de dire enfin. D'ailleurs, le travail de mise en scène du jeu est quasiment calqué sur celui de l'animé, les développeurs ayant pris le soin de conserver tels quels les nombreux plans et mises en scène iconiques de l'animé original. On se retrouve donc à incarner divers protagonistes en fonction du déroulé de l'histoire, ce qui permet non seulement de suivre plus facilement la chronologie du récit, mais aussi de varier les combats. J'en reviendrai juste après sur ce point. Dommage cependant que tout soit un peu vite expédié avec des passages tronqués, voire absents. En même temps, il aurait été quand même très compliqué de mettre tout DBZ dans un seul jeu. Dommage également que le tout ait été un petit peu censuré, voire beaucoup par rapport à l'ennemi original. Aucune goutte de sang n'apparaît par exemple à l'écran, hein, ce qui me fait me dire que DBZ Kakarot est davantage adapté de DBZ Kai plutôt que de DBZ l'ennemi original, la version anniversaire édulcoré de l'anime original. Quand on est fan, en vrai, ça pique un peu, surtout quand on perd énormément de la dramaturgie de certaines scènes mythiques. Le sang est peut-être en DLC, on ne sait pas. Du coup, côté gameplay, j'imagine que là encore, le jeu a dû faire quelques concessions, parce que un DBZ, c'est comme un univers très vaste. Ouais, effectivement, disons qu'on ne faut pas attendre plus de DBZ Kakarot qu'une simple mais efficace adaptation de l'œuvre originale, tout en incluant un système de RPG semi-monde ouvert avec des quêtes principales et secondaires. Donc, ces dernières d'ailleurs sont le plus souvent anecdotiques. On se contentera de faire des quêtes FedEx en faisant ressortir des personnages secondaires, voire tertiaires, qui attribuons donc ce genre de quêtes. Et c'est d'autant plus dommage quand on connaît la richesse de l'univers de DBZ, et on aurait forcément aimé en avoir un peu plus. Mention spéciale tout de même à cette quête tirée de l'épisode filler où Goku passe son permis. Donc on conduit la petite voiture rose, là c'est super marrant. Malgré le fait que ça reste un enchaînement de checkpoints, mais bon c'est sympa, c'est toujours sympa. Le Outrun 3 qu'on méritait. Exactement. Très bien. On aurait aimé que la plupart des quêtes secondaires en dehors de la trame principale s'attardent un peu plus sur ce genre de petites histoires qui jouent un grand rôle sur la nostalgie. Comme je disais précédemment, DBZ Kakarot n'est pas vraiment un monde ouvert. On est plus sur de l'exploration de zones vastes dans laquelle il est possible d'interagir avec quelques PNJ pour discuter, pour marchander et même tomber contre quelques mobs qu'on se met à combattre comme dans n'importe quel RPG classique, comme dans un Tales of par exemple, puisqu'on reste chez Namco Bandai. Il est tout de même très agréable de parcourir les zones librement, les sensations comme les impressions de vitesse sont vraiment bonnes. J'ai vraiment apprécié le fait que l'ensemble soit très fidèle avec des secteurs bien définis et où certains PNJ font leurs apparitions comme Shishi qui sera utile par exemple pour la confection de plats servant à augmenter les capacités avant un combat, ou encore Bulma, Tortue Géniale ou Maître Kaio qui serviront à des moments clés de l'intrigue. J'en profite également pour parler, comme dans tout bon RPG qui se respecte, le jeu est fourmi de menus et de navigation, mais malheureusement on s'y perd assez vite et les phases de tutoriel sont vraiment mal fichues. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre par exemple comment fonctionnait le système qu'ils appellent le système de communauté, qui n'est au final qu'un menu pour augmenter ses statistiques et ses bonus passifs au gré des personnages rencontrés et donc des objets qu'on va ramasser. Et puisqu'on en parle, on a également le droit à tout un autre arbre de compétences qui permettent d'augmenter non seulement sa force mais aussi de débloquer certaines techniques à l'aide d'orbes de couleurs que l'on va ramasser dans le monde ouvert. Alors on avait tous les deux pu tester un petit peu le jeu à la Paris Games Week en octobre dernier. Ouais. Voilà, t'as une petite demi-heure, des combats plutôt sympathiques, plutôt péchus ma foi. Bon, l'héritage de Goku 2, Cross Tenkaichi 3 pour ma part, j'en démords pas, mais du coup qu'en est-il dans le jeu final ? C'est un peu le point central du jeu, comme vous pouvez vous en douter. Il est quand même difficile de pas rester insensible, surtout dans les premiers affrontements. La mise en scène, quoique parfois un peu binaire, un peu comme dans les Naruto Ultimate Ninja, est quand même excellente, et on se prend vite au système quand on arrive à trouver les bons timings, à passer les coups, à esquiver, en se téléportant ou encore en plaçant les attaques spéciales au bon moment pour gratter un petit peu plus la barre de vie de son adversaire à la suite d'un combo. Il est donc nécessaire d'apprendre assez vite à maîtriser son ki afin de ne pas manquer le moment opportun. Parce que oui, c'est tout de même la force du jeu, cette impression de puissance qu'on a constamment et la fidélité impressionnante de la mise en scène originale. Mais malheureusement, encore une fois, à l'instar d'un Naruto Ultimate Ninja Storm, je le compare beaucoup parce que les deux jeux sont vraiment similaires en termes de système de combat, on sent que CyberConnect 2 n'a pas perdu ses habitudes dans le déroulement de ses combats. On passe le plus clair de son temps à attendre une ouverture de garde pour balancer les techniques, pour faire un max de dégâts, et ça peut paraître parfois un peu monotone, même lors des combats les plus spectaculaires. Je pense notamment au combat contre Vegeta qui, au final, on se contente de faire un peu la même chose. C'est pas très bien orchestré, c'est pas très bien chorégraphié non plus.
on enchaîne tout ça de manière un peu automatique, ce qui me fait me dire que le jeu aurait demandé encore un peu plus de polish de ce côté. Et encore une fois, et je voulais vous parler également aussi de la musique qui, même si elle n'est pas tirée des thèmes originaux, ça reste une réorchestration des thèmes originaux. Allez, on va dire qu'on accepte l'effort. Les thèmes originaux en DLC aussi, du coup, voilà, avec le sang, très bien. On connaît bien les Japonais sur ce côté-là, ouais. Au final, que retenir de ce DBZ Kakarot ? Et ben, même si j'aurais beaucoup de griefs à lui reprocher, en tant que fan, j'ai quand même apprécié cette vision de l'action RPG de la licence, malgré tout ce que je peux lui reprocher, évidemment. Et pourtant, c'était plutôt mal parti, parce que c'est un jeu que j'attendais pas du tout à la base. Et par contre, je pense que le jeu se destine exclusivement aux inconditionnels de DBZ, qui lui pardonneront ses approximations pour se contenter de l'essentiel, c'est-à-dire un jeu one-shot, jouissif, mais qui aurait mérité un petit peu plus de soin. Un petit peu plus de soin, merci pour ta critique Guillaume. Pierre, tu as pu tâter un petit peu le jeu, je crois. Quel est ton ressenti Moi, je suis globalement d'accord. Ce qui m'a gêné, c'est vraiment ce côté où on sent vraiment qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a un soin apporté au système de combat parce que ça reste du CyberConnect 2. Mais en fait, ça manque de moments spécifiques. C'est-à-dire que en fait, les combats de boss, finalement, c'est toujours un peu les mêmes malgré 2 ou 3 techniques un peu différentes. Mais il n'y a pas vraiment de moment où on doit s'adapter, où on doit essayer de réinventer ces stratégies. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, même si dans le cadre d'un RPG, je comprends l'idée. Mais c'est vrai qu'en fait, on a un ennui qui arrive assez rapidement. Malgré le fait qu'on attende des gros combats, notamment contre Freezer ou Vegeta, effectivement, et on est un peu déçu du côté en fait on va faire comme avec un mob classique et ça passe quoi. Disons c'est plus une grosse barre de vie à faire fondre que des patterns à assimiler. C'est plus ça, ouais. D'accord, ok. Jonathan ? C'est vrai que notamment sur le côté RPG, on voit qu'ils ont dû aller chercher assez loin pour mettre des quêtes annexes, notamment aller chercher tous les personnages de Dragon Ball sans aide entre guillemets. Alors ça fait plaisir et c'est vrai qu'ils savent bien titiller sur justement ce côté-là, ce fan service pour aller chercher un peu le fan là-dedans. Maintenant c'est sûr que on aurait aimé, je suis d'accord avec toi, en voir plus et surtout qui travaillent un peu plus ça et qu'ils essaient même de proposer quelque chose d'un peu plus inédit, quitte à vraiment essayer d'en faire un RPG quoi. Alexis. J'ai une question justement, le jeu m'avait intéressé, j'ai jamais été un grand fan de DBZ parce que je trouvais que c'était trop long, je n'avais jamais réussi la niche de la niche à me plonger dedans et je me suis dit tiens ce jeu là en fait pourquoi pas pour pouvoir faire toute l'histoire de DBZ de A à Z justement sans avoir à se taper des heures, j'ai pas fait exprès, et des heures d'animé avec des combats qui sont parfois trop longs. Est-ce que ça fait le taf pour découvrir DBZ? Tu sais que c'est pour les fans de DBZ, mais est-ce que ça marche aussi pour le néophyte total? En fait j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais dans mon test, les mises en scène sont un peu raccourcies par rapport à l'anime original. Moi je te conseille vraiment si tu veux vraiment te mettre à DBZ, il faut vraiment regarder l'anime original parce que tu vas comprendre un peu toute la dramaturgie et pas forcément juste des combats qui vont s'enchaîner comme dans le jeu en fait. Ou lire le manga. Mais donc c'est pas une porte d'entrée en fait. Non, pas vraiment. C'est plus pour les vraiment gros fans de la série. Très bien. Donc plutôt un point final. On boucle la boucle sur le chat. Cédric est en Cédric est on fire, voilà. Alexis, le masque tombe. Bah oui, écoutez, on peut pas tous être fan de tout et n'importe quoi. Lis le manga. On en parlera après l'émission. Et Cédric qui fait également des remarques sur ma chemise. Voilà, très bien. Si ça t'amuse. On salue Mister Sylar, on salue Mioups et on salue Thunder Geek évidemment sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions pertinentes sur ce dont on est en train de parler. Donc on va se retrouver du coup juste après la pause. On va s'écouter Everything is Everything de Phoenix. Et on se retrouve juste après la pause donc pour parler de The Witcher. Allez, il y en a un qui suit, c'est bien. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Pierre Mogin. Ouais. Toujours, tout va bien ? Bah écoute, tout va bien. Très bien, toujours avec Guillaume qui se resserre un petit verre de cidre, on peut dire. Non, c'est de l'eau. Alexis et Jonathan, tout va bien ? Toujours, tout est nickel. Très bien, parfait. Je remercie Fourmi sur le chat de prendre ma défense. Cédric est insupportable, merci. Donc on est parti pour... trigger là. Ah oui, je l'ai trigger, je sais, il se vengera hors plateau. Qu'il vienne me chercher. On est parti donc pour... 2 semaines de suite. On est parti pour le grand débat, sans plus attendre, sur The Witcher. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Alors, The Witcher, on a connu le jeu, on a connu la série, mais avant tout, ce sont des romans, et c'est donc d'abord un auteur, Jonathan. Voilà, Andrzej Sapkowski, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, donc un auteur polonais qui, pendant très longtemps, jusqu'à ses 37-38 ans, a été un commercial, quelqu'un qui travaillait donc là-dedans et qui était quand même fan de fantasy, qui a traduit et écrit quelques nouvelles de son
côté, donc qui admirait beaucoup la littérature fantasy, notamment américaine, Tolkien, Moorcock notamment, Elric, qui a servi d'inspiration. Et il a donc participé à un concours du magazine Fantastique, un magazine polonais, dans lequel donc il a appliqué un peu tout ce qu'il savait. Il a essayé de détourner les codes de la fantasy aussi, et c'est là où va être créé Wiedźmin, le Witcher, donc Geralt de Rive est la toute première nouvelle qu'on trouve donc dans le premier recueil de nouvelles du sorceleur. Finalement, ça marche bien. Alors, il arrive 3e du concours, mais il a été noté, il a été remarqué et sa nouvelle a beaucoup plu. Il va en faire plusieurs, puis sortir un recueil de nouvelles en 90, donc celui-ci, qui va énormément marcher, qui va lui permettre de devenir auteur à plein temps et un des rares auteurs polonais à pouvoir vivre du seul produit des ventes de ses livres. Et ça va être un carton total en Pologne. Ça va devenir un best-seller et on va avoir 7 livres, donc 2 recueils de nouvelles. Le deuxième est dans le coin, il est là. L'épée de la Providence qui est là. Et ensuite une pentalogie, donc 5 romans qui se passent dans la même continuité, donc après ces différentes nouvelles de sortie entre 94 et 99. Très bien, bon, merci pour le tour d'horizon. Tu fais bien de le rappeler que The Witcher, avant tout, c'est Wiedźmin, c'est une licence polonaise, c'est un marqueur culturel de la pop culture polonaise. Hors plateau, Guillaume, tu me disais c'était un petit peu le Harry Potter de la Pologne quelque part. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, en Europe de l'Est, tu as évidemment énormément d'auteurs qui sont connus en fait uniquement là-bas. Le truc, c'est que The Witcher est parvenu dans le monde de la littérature européenne à s'exporter assez rapidement, comme ça a été le cas avec des grands auteurs anglo-saxons. Et Sapkowski, c'est vraiment l'auteur qui s'est fait reconnaître à l'international pour son œuvre, et les Polonais considèrent pour eux là-bas actuellement que c'est un peu comme c'est un peu leur Harry Potter quoi, un peu plus dark, un peu plus adulte, un peu plus de mange-mort et un peu moins de chouette. C'est un peu l'idée, ouais. Très bien. Donc là, tu fais bien de le dire que c'est une œuvre qui est sortie de Pologne assez rapidement. En France, on l'a accueillie chez Brajlon à partir de 2003. Pierre, il me semble que tu as découvert la série en lisant le premier tome, ou tu as découvert d'abord par le jeu vidéo. J'ai découvert par le jeu vidéo à la base en fait. D'accord. Et après, je me suis mis effectivement à découvrir les bouquins pour voir quelles étaient les différences justement et comment ça avait débuté. Et effectivement, pour l'instant, j'ai juste lu le premier tome en fait, donc le recueil de nouvelles. Et du coup, quel regard tu portais sur l'arrivée des livres? Est-ce que c'était visible? Parce que nous on était peut-être un petit peu jeunes en 2003 pour constater cette arrivée-là, mais voilà, est-ce qu'on sentait le phénomène prendre tout de suite, ou est-ce que il a fallu attendre le jeu vidéo pour que ça perce? Enfin, vraiment, moi j'ai pas vu vraiment l'arrivée des bouquins, c'est-à-dire que je l'ai vraiment vu sur le tard. Et en fait, j'ai vraiment vu la mayonnaise prendre entre guillemets après The Witcher 2. Où vraiment les gens ont commencé, qui étaient quand même plus ambitieux, et donc j'ai vu des gens vraiment commencer à s'intéresser aux bouquins, et même moi en fait je l'ai vu arriver en librairie de manière visible à partir de ce moment-là. D'accord. Alors que j'étais un gros lecteur de fantasy avant et j'avais pas fait attention à ces bouquins-là. Alors là, je me tourne vers l'amateur des bouquins, Jonathan. Alors oui, d'autant qu'il faut savoir quelque chose. Donc il va tous les brandir aujourd'hui. C'est ça a été édité par Brajlon à partir de 2003. Ouais. Et petite chose, vous avez sur le coin une petite étiquette fantasy qui est devenue une étiquette gaming après la sortie des jeux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'était déjà ça marchait très bien avant les jeux. On a 25 000 exemplaires en grand format pour le premier Witcher, et maintenant ça fait toujours plus de 100 000, et c'est quelque chose dans le catalogue de Brajlon qui continue à se vendre, tous les Witcher. Mais l'arrivée des jeux a effectivement démultiplié l'intérêt du public, du grand public pour Witcher, au-delà juste de la fanbase des fans de fantasy qui existent, mais rarement au-delà des 100 000 exemplaires. Donc là, maintenant qu'on a chiffré le phénomène, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça raconte finalement, The Witcher? Est-ce que c'est centré sur un personnage? On visualise bien qui est Geralt de Rive, mais dans quel univers est-ce qu'on est? Est-ce que c'est un univers réaliste? Est-ce que c'est un univers de la Terre du Milieu? Est-ce qu'on est entre les deux? Le truc, c'est qu'en fait, Sapkowski a créé son univers pour être quand même en partie une satire, en partie une réponse à la majorité alors non seulement des contes de fées, mais aussi des univers de fantasy traditionnels, puisque Geralt de Rive est un professionnel. C'est pas comme Sapkowski disait, un petit garçon, un écuyer qui est devenu le grand pourfendeur de dragons. C'est quelqu'un qui a un métier dédié de pourfendre les monstres, qui a subi des mutations pour ça, et justement c'est ce qui va fournir la base de tous les récits. En fait, c'est la chasse aux monstres, mais autour de ça va se créer un univers effectivement qui se veut réaliste, en tout cas qui se veut mature, et qui ne laisse rien sous le tapis, et qui justement va
prendre son sel de prendre tout ce qui est mis de côté par les univers de fantasy traditionnels pour le détourner, ou en tout cas en évoquer des fois la face un petit peu sale. Donc tu fais bien de le dire, notre héros c'est un professionnel, c'est un sorceleur qui a subi des mutations pour chasser des monstres et pour exécuter des contrats. C'est quoi un sorceleur, Guillaume ? Justement, c'est ce que je voulais poser comme question. Qu'est-ce que c'est qu'un sorceleur finalement ? Alors pour faire de façon très simple et très schématique, un sorceleur c'est comme tu le disais, c'est un être humain qui a subi des mutations pour devenir un guerrier surpuissant et qui a donc son métier de sorceleur, donc The Witcher, qui est en fait un personnage totalement anti-manichéen et qui est en fait une sorte de sauveur de la veuve et de l'orphelin, contre rémunération. C'est-à-dire que son but c'est de chasser les monstres. Son existence est vouée à ça, de par ses pouvoirs et de par ses capacités physiques, tout en vivant de ça en fait, et c'est pour ça que les gens dans l'univers de The Witcher en fait, ils appellent les sorceleurs pour résoudre des problèmes type il y a un monstre, il y a une énorme araignée qui est à côté de mon bled, tu peux pas venir la défoncer, ouais mais par contre je demande tant, on n'a pas beaucoup d'argent, on va pouvoir s'arranger, enfin c'est plein de trucs comme ça, et c'est complètement anti-manichéen dans le sens où Geralt, on va parler de Geralt lui, mais les sorceleurs ne sont ni des personnages sympathiques, ni des personnages entre guillemets méchants. Et ils sont reliés, ils ont un ordre, mais ils sont pas reliés à un état. Ils sont totalement indépendants et en fait c'est leur seul but dans l'existence, c'est d'éradiquer les monstres. Et ce ne sont pas des mercenaires non plus. Non plus. Très bien. Alexis. Dans l'influence aussi, on peut justement parler de l'heroic fantasy, comme évidemment on a parlé de Tolkien, enfin le Seigneur des Anneaux, dans l'environnement. Et là, on a aussi le Trône de Fer a été écrit aussi à peu près à la même époque. Donc les années 90. Il y a eu une grande vague. Mais il y a aussi quelque chose dans les thèmes et dans l'écriture des personnages chez Sapkowski qui est très roman noir des années 20, personnage très cynique. En fait, il ressemble un peu à Philippe Marlowe, Geralt, qui est un roman qui a été écrit par Raymond Chandler, qui est un détective qui justement est très très cynique, exactement comme tu disais toi, qui ne va pas défendre la veuve et l'orphelin, qui est pas un personnage pas manichéen du tout. Donc ça va un peu plus loin que la simple heroic fantasy, et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Et il y a aussi peut-être un autre ingrédient, c'est l'ingrédient du western, quelque part en fait. La figure du chasseur de primes qui va sauver la veuve et l'orphelin contre rémunération puis, aussi, quelque part. Mixer, mine de rien, au fur et à mesure des tomes et aussi des jeux, avec un petit peu James Bond, parce qu'il y a aussi un côté très... Alors, par rapport au sexe, par rapport justement au fait que Geralt, il a ce côté monstrueux, repoussant, mais aussi très attirant, à la fois donc, pour les femmes, mais aussi par rapport à ce qu'il représente. Guillaume ? Non, je vais commencer. En fait, je disais le personnage, en fait, il est très très charismatique, non seulement de par son attitude, mais aussi de par son physique. Et c'est pour ça qu'en fait, en tout cas dans les premières parties notamment des jeux et des bouquins, le sexe est très mis en avant du fait que on vit quand même dans un univers entre guillemets très moyenâgeux et que Geralt fait partie de ces figures un petit peu plus qui ont plus de prestance en fait que les autres personnages. Une sorte de Wolverine on va dire. Ça, ouais. Voilà. Pierre. Même ça, c'est qu'en fait c'est un personnage à la marge en fait. Et il a vraiment ce côté comme tu disais de fascination, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage différent du reste de la population. Et il a un côté, en fait, j'ai l'impression qu'il a des valeurs, il incarne des valeurs que les gens ne retrouvent pas dans les autres personnages en fait. Et je pense qu'il est fascinant aussi pour ça. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est de sa place de marginal, c'est un observateur de l'univers et qui sert un peu de porte d'entrée dans un univers plus grand, parce qu'on va y venir aussi à ça, mais l'idée de faire des nouvelles et pas des grands romans, justement, contrairement à Tolkien avec une grande lutte entre le bien et le mal, est-ce que c'est pas aussi une profession de foi de montrer qu'il n'y a pas forcément de bien, de mal, qu'il n'y a pas d'ordre cosmogonique à rétablir pour un grand héros mythologique, tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là-dedans. On le voit tuer des monstres mais aussi des humains, et il y a aussi cette idée de est-ce que l'être humain n'est pas aussi le pire des monstres sur certains points. Il y a aussi cette idée-là qui est mise en avant, et en plus effectivement tu en parlais, là il a un côté marginal, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi les sorcières qui sont de plus en plus développées, qui ont aussi cette idée-là, sachant que l'ordre des sorceleurs est quand même pas un ordre qui est en expansion, au contraire, qui est plutôt en déclin. Et il y a aussi la question qui se pose de quelle est ma place dans cet univers, est-ce que je vais pouvoir vraiment faire ça ad vitam aeternam, en tout cas, combien de temps je vais pouvoir continuer. Tu mentionnes les sorcières, justement. Est-ce qu'on peut les présenter un peu rapidement, parce qu'on a quand même des personnages assez intéressants là-dedans. On a Triss, on a Yennefer, on a la Loge, qui nous donne un petit peu une entrée. Pardon. Et Ciri aussi, même si c'est pas exactement une sorcière. Et Ciri aussi.
Sapkowski a créé plein de femmes fortes. Alors, justement, des sorcières, mais pas que, parce que si on parle de la lignée royale de Sintra, là aussi, il y a beaucoup de dire. Justement, des personnages féminins qui ne sont pas dans le stéréotype de la femme en détresse, ou en tout cas des personnages passifs, entre guillemets, comme on avait beaucoup dans le début de la fantasy. Il y a beaucoup de personnages actifs, des personnages, justement, là aussi, qui se refusent au manichéisme, parce qu'elles ont des agendas, notamment des agendas très personnels, des agendas elles veulent le pouvoir. Elles se le disputent par rapport aux hommes sur un pied d'égalité, mais il y a aussi, voilà, qu'est-ce qu'elle rejette en faisant ça, à quoi elle renonce, et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Il y a aussi cette idée-là qui est développée. Et puis c'est aussi une fenêtre d'entrée dans toute la sphère géopolitique, parce que les sorcières sont rattachées au chapitre qui est un petit peu l'ONU, l'ONU de cet univers-là. Voilà, les éminences grises. Voilà. Non, Guillaume, tu voulais réagir, excuse-moi. En fait, le truc, c'est que l'univers de The Witcher est vaste aussi dans le fait que Sapkowski a réussi à plus ou moins prendre des entités qui existaient déjà dans la Dark Fantasy notamment, mais les elfes, les nains, tout ça. Les elfes, les nains, les gorgones, toutes sortes de créatures mythologiques et mythiques de l'univers de la fantasy, et d'en faire des personnages et des monstres notamment qui sont très définis dans l'univers et qui ont toutes une raison d'exister dans ce monde-là. C'est-à-dire que The Witcher, c'est non seulement une fable, on va dire classique de la fantasy, de la lutte entre le bien et le mal, le manichéisme, tout ça. Il y a également tout aussi un arc qui parle beaucoup de politique. Il y a énormément de politique dans The Witcher. Geralt va notamment avoir affaire à des rois locaux, à des seigneurs pour pouvoir justement avoir des entrées et des places un petit peu plus importantes au sein de la société, pour pouvoir aussi se fondre dans le paysage. Et il y a tout également tout l'univers autour des monstres et des créatures qui régissent ce monde-là et qui ont une importance et une raison d'exister dans ce monde-là, et que Geralt en fait n'est pas forcément là. Il est là évidemment pour protéger les humains, mais il est aussi là pour faire comprendre aux humains que ces créatures ont une raison d'exister, et elles ont besoin aussi d'être là dans ce monde-là dans lequel c'est pas un nettoyeur, quoi, on va dire. Voilà. Mais tu mentionnais le bien et le mal, et c'est peut-être le point d'entrée peut-être le plus saillant pour parler des thématiques profondes de Witcher. Jonathan, tu voulais réagir à ce sujet, s'il te plaît, parce que leur tourne. Mr. Seller qui dit clairement il tue les monstres, mais il les respecte aussi. Il y a cette idée-là, il y a des monstres qui sont vraiment des pestes, mais il y a aussi des monstres qui ont une âme, en tout cas qui ont une conscience, et justement c'est cette ligne-là qui est très importante. Je pense notamment aux ogres. Ou aux trolls même. Mais pour rester sur la question du bien et du mal, du refus du manichéisme et de la grande histoire, justement, est-ce que c'est pas l'un des thèmes fondamentaux de Witcher, quelque part, le bien, le mal? Est-ce que le bien n'est qu'un moindre mal, Alexis? Et justement, c'est assez intéressant parce que on y reviendra plus tard, mais je fais juste une parenthèse sur le jeu Thronebreaker que j'ai commencé à faire pour aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on prend une décision, on joue un autre personnage, une reine, qui dit elle a choisi un mal qui est moins pire qu'un autre, en fait. À chaque fois qu'on fait un choix, en fait. Et c'est assez intéressant parce que je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est manichéen, parce que il y a pas de bien ou de mal. Et à chaque fois qu'on a un personnage qui pourrait être vu comme un bon personnage parce qu'il s'oppose à un mauvais, on se rend compte qu'il a des vices qui sont parfois pires. Moi, le thème, les deux thèmes peut-être que je pourrais avoir principaux dans la saga du sorceleur, ça serait l'émancipation et le poids du destin. Parce qu'on a des personnages qui, justement, comme Ciri, comme Geralt, qui refusent le destin et qui vont tenter comme ils peuvent de s'émanciper. C'est le droit de surprise, c'est des choses peut-être on reviendra un peu plus tard, mais c'est des thèmes qui sont présents dans d'autres œuvres qui reprennent des aspects mythologiques, mais qui les tournent un peu de manière à ce que ça soit lu de manière un peu différente, parce que ça pourrait être très vite pénible. En fait, on nous dit c'est quelqu'un qui tue des monstres, ou en fait qui va devoir prendre des contrats pour répondre à des attentes de la population. Mais en fait, ça ne l'est pas, parce qu'à chaque fois, c'est pas manichéen, et à chaque fois, on sait jamais ce qui se passe, et lui seul, même si c'est pas le héros comme on l'entend, c'est lui seul qui a la clé et qui sait exactement comment il faut faire pour qu'une situation soit équilibrée, parce que c'est pas encore du bien ou du mal. C'est peut-être aussi un autre élément qu'on n'a pas mentionné dans les mutations, mais les mutations atrophient les émotions des sorceleurs. C'est pas dans les romans, ça? Non, c'est pas que c'est pas dans les romans, mais c'est quelque chose qui est dit, c'est une rumeur
meurent, mais en fait, ça ne serait pas vrai. Voilà, D'accord. Les sorceleurs ont des émotions. D'accord. Okay. Une fois encore, on touche à la question de sommes-nous maîtres de notre libre arbitre, de notre désir? Est-ce que c'est des facteurs physiologiques qui nous conditionnent ou le destin, tout simplement, qui nous conditionne? Pierre, est-ce que tu voulais rebondir sur ce que disait Alexis? C'est qu'en fait, c'est une évolution, je trouve. Tout ce côté non manichéen, c'est une évolution dans la fantasy depuis quelques années, en fait. On le retrouve justement dans Game of Thrones, on le retrouve dans les bouquins de Jaworski aussi. C'est vraiment des personnages qui sont à la fois détestables et à la fois extrêmement attachants, mais qui ont des... En fait, ils vont dans une réflexion en fait sur leur société. C'est-à-dire que c'est une société qui est de base en fait qui va taper sur les plus faibles parce qu'il y a vraiment tout le système de caste et de classe. Et c'est les gens qui vont avoir cette espèce de vision de loin de comment marche la société, et en étant marginaux, ils arrivent à incarner en eux en fait cette espèce de dualité qu'il faudrait en fait pour que la société marche correctement. Et c'est intéressant dans The Witcher, ça. D'où l'intérêt, on en revient peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, que Geralt est peut-être un observateur là-dessus de cet univers-là. J'avais une autre question à vous poser. On a parlé de la place des femmes, on n'a pas parlé forcément de la place des minorités dans cet univers, la question du racisme. Oui. Voilà, je sais que je m'étais fait épingler dans l'émission sur les isekai pour avoir abordé la question peut-être pas l'imaginaire crypto-racialiste de l'univers de la fantasy, mais c'est-à-dire chacun chez soi, on se mélange pas. The Witcher aborde frontalement ces questions-là. Frontalement, oui, parce que effectivement, il faut savoir que dans ce monde-là, les elfes et les nains en fait sont plus autochtones que les humains sont arrivés avant. Les humains sont arrivés avec une conjonction des sphères et ils se sont imposés, quitte à s'y imposer brutalement. Ce sont des colons, quoi. Voilà, ce sont des colons, et les elfes et les nains sont sont exilés ou victimes de préjugés raciaux. Et effectivement, il y a ce problème-là, avec en plus le fait que se rajoute à ça effectivement la question des sexes, notamment par rapport aux sorcières et à ce qu'elles peuvent être, enfin aux sorciers en tout cas. Notamment Radovid et l'oppression. Alors ça c'est Oui, c'est dans les jeux, ça. C'est plus dans les jeux, mais si c'est dans les jeux, c'est aussi parce que c'est dans les livres à la base. Bien sûr. Il y a un petit substrat déjà à la base. Mais là où je voulais en venir, c'est finalement, est-ce que c'est pas aussi lié au passif de Sapkowski de la Pologne, qui a été un pays annexé par l'URSS? Justement, c'est que par rapport à d'autres œuvres qui ont été faites dans les années 90, il faut pas oublier qu'on est dans un contexte politique très très particulier, et notamment le contexte politique polonais qui veut aussi qu'il y ait une certaine fierté nationale. Donc toutes ces questions-là par rapport à l'envahisseur soviétique, c'est des questions qui sont présentes dans le jeu. Là, pour moi, ce que je vois plus comme les nains et les elfes, c'est plus aussi une représentation politique de quelque chose de la vraie vie, et non pas de la politique dans le jeu en fait, ou dans le livre, parce que quand il y a des luttes de pouvoir avec des rois, etc., c'est la question politique de gestion de la cité, de la police, alors que là vraiment c'est un message qu'il veut faire passer. Et c'est des critiques qui ont été faites notamment à la représentation de The Witcher, du monde de The Witcher en tout cas, après, une fois qu'on a pu le visualiser, donc que ce soit les jeux ou la série, sur les minorités visibles. En fait, il n'y a pas très peu de minorités dans cet univers-là. Mais il faut aussi remettre en contexte, au moment où ça a été écrit, c'était peut-être plus dur dans la Pologne des années 90 de faire vivre des vraies minorités que ça le serait aujourd'hui. Mais après... Mais ça n'annule pas l'allégorie, on va dire. L'allégorie reste. Un petit mot à ajouter avant la pause, les amis, sur les romans? C'est le moment, allez-y, c'est bon? On est bon? Non, c'est bon. Très bien, on est bon. Je vous sens impatient de passer au jeu. C'est bizarre, hein. Donc on va s'écouter Miracle of Sound et Eileen Kennedy, un petit groupe qui aime beaucoup faire des chansons de dark folk et de metal sur des jeux vidéo de barbus et de PCistes. On va s'écouter donc Lady of Worlds, morceau qui raconte un petit peu l'histoire de Ciri. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billes de pixels. On salue Profisekai, Fourmi, Bliex sur le chat qui a plutôt apprécié la pause musicale. Merci, ça fait plaisir. Peut-être c'est Marocco, je sais pas. Mystère. On va reprendre, si vous voulez bien, le débat. Alexis, pourquoi tu rigoles? Non, rien. Très bien. Bon, ok. On va reprendre nos esprits. Guillaume, je vais me tourner vers toi parce qu'on va aborder le deuxième volet de la saga The Witcher, à savoir les jeux vidéo, biais par lequel beaucoup de gens finalement ont découvert la saga. Mais avant toute chose, il faut peut-être présenter le studio qui nous a donné ces jeux, à savoir CD Projekt. Et oui. Du coup en fait il faut savoir que CD Projekt c'est une société polonaise, donc de la même nationalité que
que Sapkowski. Et CD Projekt, c'est une entreprise fondée en 1994 par Marcin Iwiński et Michał Kicinski, qui sont à la base deux jeunes lycéens qui étaient juste fans de jeux. Et il faut savoir qu'en fait, à l'époque, le contexte pour le jeu vidéo, en tout cas en Pologne, est très particulier. C'est-à-dire que contrairement au reste de l'Europe, l'Europe de l'Est est très peu fournie en jeux vidéo, parce que les distributeurs habituels de l'époque n'étaient pas... Non, et puis même tout simplement, il y avait les années 80, c'était sous l'égide communiste, oui, et puis les années 90, il y avait d'autres priorités, on va dire. Il y avait énormément de blocages en fait sur les importations de produits culturels, en tout cas qui venaient du reste du monde. Et donc en fait, ces deux lycéens étaient fans de jeux, et en fait à l'époque, tout simplement en Pologne, les gens, pour avoir accès aux jeux vidéo, tout simplement, ils pirataient. Et c'était un peu le sport national là-bas. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ces deux jeunes hommes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de l'importation eux-mêmes de jeux, et donc ils ont fondé leur société qu'ils ont appelée CD Projekt. Et à la base, donc ils se sont surtout spécialisés dans la traduction et l'édition de jeux, et notamment du côté de chez Interplay, ils étaient très fans des CRPG de cette boîte, notamment avec des jeux comme Baldur's Gate, qu'ils ont finalement obtenu l'édition, Neverwinter Night ou encore Icewind Dale. Planescape Torment aussi. Planescape Torment, effectivement, ouais. Et donc à la base, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont édité et traduit ces jeux pour le marché polonais. Et alors qu'à l'époque, tout le monde ne pouvait qu'avoir accès à ces jeux au niveau en les piratant, tout simplement. Il faut savoir qu'à la base, CD Projekt, donc ils étaient deux à fonder ce business, et ils sont passés à plus de 400 aujourd'hui. Que ce soit en termes d'édition, de développement, enfin tout plein de gens. C'est une société qui n'a fait que croître, et notamment par le biais de The Witcher. Il faut savoir que donc à la base ils étaient vraiment spécialisés dans tout ce qui était édition et traduction de jeux, mais en 2002 ils ont lancé leur unité de développement interne. Ils se sont dit, on édite, on traduit des jeux, pourquoi pas faire du développement. Donc ils ont engagé des gens pour faire du développement de jeux. Et c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent les droits. Exact. En fait, ils récupèrent un petit peu plus tard, comme les droits de développement. Ils récupèrent juste avant la sortie du premier The Witcher. Donc en 2007, ils ont récupéré les droits de la série auprès de Sapkowski et de la maison d'édition de l'époque. D'accord. En 2004, il me semble. En 2003, je sais plus exactement. Et à la suite de ça, ils ont également aussi développé leur activité de traduction et d'édition à d'autres pays européens de l'Est, notamment la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, qui sont un peu rentrés dans le joug de cette boîte. Il y a eu la création de The Witcher, le tout premier volet de la série en 2007. À la base, ils étaient 5 à développer le jeu. Ils ont fini le jeu à 15, et quand il y a eu l'Enhanced Edition, ils ont fini à une trentaine de personnes, je crois à peu près. Et ça a été un carton tout de suite, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et à partir du 10 juillet 2008, ils se sont pas contentés de faire des jeux, ils ont carrément créé leur propre plateforme qui s'appelle GOG. Good Old Games, qu'on connaît bien pour justement tout ce qui est édition de jeux, et notamment la réédition d'anciens jeux qui ne sont plus compatibles avec les systèmes d'aujourd'hui. Et surtout le grand modo de la boîte, c'est surtout pas de DRM, parce que c'est des gens qui veulent faire en sorte que tout le monde puisse jouer au jeu sans pouvoir avoir accès, sans avoir de DRM. Et donc ils ont continué à développer la série The Witcher, avec The Witcher 2 en 2011 et The Witcher 3 donc en 2015 avec les extensions qu'on a connues. Alors tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde est impatient de parler de Witcher 3, mais il y a quand même 2 autres jeux avant. Comment est-ce qu'on définit la cible? Comment est-ce qu'on choisit les choix de gameplay? Je veux bien sûr parler de Witcher 1 finalement. Witcher 1, jeu de 2007, sorti sur PC. Ça ressemble à quoi? C'est quoi les choix de gameplay? Qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Je l'attends. Moi j'ai très peu joué au premier, donc. Moi je sais que j'avais donc découvert la série par le premier Witcher. Ouais. À l'époque, et c'est vrai qu'en termes de PC, par rapport à ce qu'on a connu plus tard niveau graphique, il y avait quand même beaucoup moins d'ambition. Le but c'était véritablement de traduire les aventures de Geralt en jeu, sachant que ça est censé se passer après la fin des livres. Donc on reboot un petit peu, on essaie de faire en sorte quand même que Geralt qui est amnésique puisse avoir quelque chose à faire. C'est ce qui en fait un RPG japonais, pardon.
Un petit peu. Non. Avec des cartes quand même, des demoiselles avec qui tu vas avoir des relations privées, on va dire. C'est un jeu post-God of War, oui, dans ce cas-là. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un jeu, et ils le disent eux-mêmes manifestement, CD Projekt, de jeux de gens qui étaient immatures, qui avaient une vingtaine d'années au moment de jouer, qui voulaient adapter le côté cool. C'est vrai qu'on a déjà dès le départ un focus sur tout ce qui est les exécutions un peu primaires, voilà. Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir un RPG où justement on va customiser au maximum. Et est-ce que c'était un bon jeu? Je pense que beaucoup de gens l'ont dit à sa sortie, mais c'est vrai qu'au vu de ce qu'il y a à la suite, notamment sur le gameplay qui est quand même assez rigide et qui est pas aussi travaillé qu'à la suite, et aussi au niveau des graphismes, il y avait encore beaucoup à faire, mais ça a convaincu beaucoup de gens que la licence était en bonne main, et surtout que pour un premier jeu il y avait du potentiel. Et le potentiel concrétisé avec Witcher 2 en 2011, qui a peut-être une équipe beaucoup plus importante et un rendu visuel plus important, première incursion sur console avec la 360. Alors la version console est arrivée plus tard. Elle est arrivée plus tard, mais disons c'est une marque de l'élargissement de la cible. Ouais, complètement. Faut savoir qu'à la base ce sont des développeurs PC, et surtout en fait à partir de The Witcher 2 évidemment l'équipe a fortement augmenté, les moyens de production également. On reste dans une structure chapitrée quand même. Ouais, on reste dans une structure chapitrée, mais surtout en fait ils se sont dit à partir de l'Enhanced Edition de The Witcher 1, quand le jeu a fait un carton notamment en Pologne mais surtout à l'international, ils se sont dit on tient là une saga qu'on va pouvoir ramener sur le long cours, et surtout grâce à notre activité d'édition, de traduction avec GOG, tout ça machin, on va pouvoir en fait mettre énormément de moyens dans le développement de ce jeu, et ça a été leur pinacle, et voilà quoi, tout simplement. The Witcher 2 un gros succès également aussi. Gros succès également. Un petit mot à ajouter avant de passer au troisième, Jonathan, Pierre. C'est intéressant effectivement de voir le gap entre les deux en fait, parce que c'est vrai que déjà visuellement et il y a vraiment rien à voir, même en termes de DA, c'était complètement différent, c'était beaucoup plus coloré, c'était beaucoup plus respectueux en fait des codes entre guillemets de l'Heroic Fantasy, de l'Heroic Fantasy à la The Witcher, et je trouve ça intéressant en fait même de voir comment ils avaient transposé en fait le système de combat du premier qui était très CRPG classique à quelque chose de, déjà on sentait une évolution vers quelque chose de plus action, et pour moi c'est un peu la même la même progression que les Mass Effect. Il y a un peu ce même système de on commence vraiment RPG classique, on va de plus en plus vers l'action RPG. Et vas-y. Et je finirais, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée, tu parlais du chapitrage, mais qu'à la fin du premier acte tu fasses une décision qui est lourde de sens et qui va changer vraiment la manière dont le jeu va se continuer. Tu vas pas aller au même endroit dans l'acte 2 selon une décision que tu prends, et on trouve déjà là l'idée et la concentration autour des quêtes et autour des choix du personnage. Alors là c'est vrai de manière un peu visible, mais ça va être beaucoup plus subtil au fur et à mesure. Disons aborder en gameplay, disons l'un des enjeux thématiques dont on a parlé dans la première partie, à savoir le libre arbitre, le choix, le destin, etc. Pierre. Et surtout en fait, même en termes de mise en scène, c'est-à-dire que je me rappelle vraiment de la communication sur The Witcher 2 à l'époque. Ils mettaient en avant en fait une vidéo qui avait tourné justement, alors je sais plus si c'était un E3 ou une Gamescom, et il y a un souci en fait de mise en scène cinématographique qui n'est pas du tout dans le premier, et il y a vraiment des moyens mis là-dessus en fait pour capter le public et dire voilà, on a un jeu qui va correspondre au canon de l'époque, et je pense que ça a joué dans sa réussite quoi. Ils ont au-delà de, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de Witcher 2 ils pensent au-delà du jeu vidéo, c'est-à-dire peut-être légitimer une licence au-delà du jeu vidéo, même légitimer le médium jeu vidéo aux yeux de personnes qui seraient pas intéressées par ça. Clairement, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils savent que là ils tiennent quelque chose d'intéressant, et ils veulent montrer qu'ils peuvent rivaliser avec les grosses productions d'époque quoi. C'est Alexis. Non mais je parle plutôt de The Witcher 3 parce que moi j'ai... Oui, tu peux nous y emmener si tu le souhaites, c'est le moment. Très bien, le The Witcher 3 donc, est sorti, grand sourire, il se frotte les mains. Est sorti en 2015, il s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Donc c'est le plus gros succès du studio. C'est la moitié de la série The Witcher. Voilà, 40 millions en tout. Là je l'ai sous les yeux, récompensé par plus de 200 prix, une claque monumentale, jeuxvideo.fr. Sachant que les autres on peut les trouver très vite pour pas cher en plus, donc voilà, on y reviendra plus tard. The Witcher 3, faut juste rappeler le contexte dans lequel il est sorti. On est en 2015, donc la génération PS4, Xbox One est assez mûre, mature, et on a quand même depuis quelques années le mot open world qui est présent partout, et donc The Witcher 3 est un jeu
qui est un jeu en monde ouvert, ce qui n'était pas le cas des 2 premiers, et on pouvait peut-être avoir un peu peur parce que je sais pas si vous vous souvenez, en 2015 c'était le moment où on savait que FF15 allait être en monde ouvert, que MGS5 allait être en monde ouvert, que le prochain Zelda allait être en monde ouvert, tout était en monde ouvert. Et il y a eu une polémique sur le downgrade du jeu aussi. Il y a eu des polémiques sur le downgrade du jeu, mais en fait c'est donc un action RPG en monde ouvert. Et le deuxième point que je voulais évoquer pour la sortie, c'est aussi que c'est une époque où les modèles économiques des jeux, des games as a service, c'était pas encore très clair, et c'était des moments, c'était avant Battlefront 2, où les studios faisaient encore un peu n'importe quoi. Et il faut se souvenir que The Witcher 3, quand il est sorti, est un jeu qui était extrêmement généreux, puisque dans la boîte du jeu, il y avait donc le jeu, il y avait une carte du jeu, il y avait l'OST en CD. Il y avait aussi des DLC qui étaient gratuits. Oui, c'est ça c'est important à l'époque. Ouais. Des DLC qui étaient gratuits, qui sortaient régulièrement sur des choses cosmétiques. 16, ouais, je sais plus combien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a tout de suite fait que le jeu était très attendu, et le studio a joui d'une image très sympathique auprès des joueurs, même ceux qui n'avaient pas encore touché au jeu, juste pour ces raisons-là, en fait. Guillaume ? En fait, ça fait plus ou moins partie de l'ADN de CD Projekt, c'est-à-dire que les dirigeants de CD Projekt, et notamment les développeurs là-bas, en fait, toute l'entité, ce sont des grands fans de jeux, et en fait, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est surtout la satisfaction de se dire qu'ils ont rendu un travail parfait à leurs yeux, mais surtout aussi de récompenser le joueur d'avoir fait l'effort d'acheter leur jeu. Et ça a été toujours dans leur ADN, c'est-à-dire que ils ont contré le piratage de fort belle manière de par ce biais, notamment en Pologne. Et The Witcher 3, en fait, ce qu'ils voulaient à la base quand ils ont sorti le jeu, c'était que pour les AAA comme ça, on s'attend à ce que le jeu soit piraté. Nous, on va prendre le contre-pied, c'est-à-dire qu'on va tout donner aux joueurs s'ils font l'effort d'acheter notre jeu, et ils en seront récompensés. Et il y a plusieurs interviews, notamment des fondateurs, qui disaient que beaucoup de retours des gens leur disaient que en fait, moi j'ai piraté votre premier jeu, mais en fait je me sentais coupable. Du coup, j'ai racheté le jeu, et The Witcher 3, j'achèterai plein pot, quoi, parce que c'est trop bien, quoi. Donc c'est une stratégie qui marche chez eux. C'est un peu une stratégie qui est même dans l'ADN de GOG en entier. C'est-à-dire que GOG, comme je disais tout à l'heure, en fait, t'as un fichier exe, donc tu pourrais potentiellement le partager sur n'importe quel réseau. Et effectivement, ils font confiance aux joueurs pour se dire on aura une partie de piratage, c'est sûr, mais on leur propose aussi une liberté qui leur parle. Ouais. Alors loin de moi l'idée de spoiler Witcher 3, mais il y a une quête dans le jeu qui fait écho à ce qu'on est en train de dire, justement. Si on fait attention aux initiales, grimoire, omni magique, de gestion truc, ça fait GOG. Et il y a un donjon comme ça, avec des mécanismes de défense. Si tu fais les initiales, ça fait DRM. Donc en gros, le GOG contre le DRM. Enfin, il y a tout un truc, c'était assez hilarant. Donc effectivement, oui, Witcher 3, c'est peut-être une profession de foi aussi du positionnement du studio vis-à-vis de questions plus transversales pour le jeu vidéo. Pour revenir au jeu en lui-même, Alexis, tu disais que c'était un monde ouvert. C'est vrai qu'il y a eu Red Dead Redemption entre Witcher 2 et Witcher 3, mine de rien. Red Dead Redemption est sorti en même temps que Witcher 2, si j'ai pas de bêtises. Oui, il y a eu aussi les premiers jeux Ubisoft. Il y a eu il y a eu Skyrim, une ouverture. Oui, Skyrim, bien sûr. Donc là, on arrive à un point où Witcher 3, est-ce qu'on peut dire que c'est une proposition de dépasser le GTA-like pour entrer dans autre chose ? À mon sens, et là c'est peut-être un débat, on en a un petit peu parlé lors de notre émission sur le bilan des années 2010, et on en parlera peut-être dans le bilan qu'on fera de la génération. Et pour moi, The Witcher 3, c'est vraiment un jeu témoin. Je pense à lui, à Spider-Man et à Horizon, qui sont vraiment 3 jeux témoins de ce qui est devenu l'open world. Là où The Witcher 3, sa force, c'est peut-être qu'ils ont réussi à en faire plus qu'un simple clone de tous les open world qui existaient, pour plusieurs raisons. La narration notamment qui est vraiment superbe, et qui est adulte aussi, qui est très adulte. Et il nous prend pas pour un idiot dans le jeu, même si en fait, moi à mon sens, il a rien de révolutionnaire dans son gameplay. Même dans la narration, on a eu quand même des choses comme Mass Effect avant qui étaient incroyables. C'est juste la maturation de beaucoup d'éléments qui existaient et qui ont été peut-être poussés à un niveau un peu supérieur, qu'en font pour moi un des meilleurs jeux ou des jeux témoins de cette génération de consoles. Jonathan ? Moi-même, pour en rajouter, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'interviews justement où les développeurs expliquent qu'il y a des endroits qui ont été créés à partir de la quête qui contiennent. Et c'est cette dévotion à la quête, le fait que justement qu'ils partent des quêtes pour créer les personnages, notamment les personnages secondaires. Et on en avait parlé entre nous, il y a aussi tous les environnements qui sont créés pour être différents, les tavernes justement. Il y avait un article de Kotaku TripAdvisor des tavernes de Witcher 3. Qui en fait critiquait toutes les tavernes qu'il y avait dans The Witcher 3, qui était assez fort. Mais c'est ça, c'est en fait donner justement, c'est faire en sorte que tu donnes aux joueurs un monde qui soit vraiment
qui existent en dehors de ton aventure. Et comme tu le disais, Pierre, je te donne la parole tout de suite, tu voulais peut-être réagir là-dessus, c'est l'intégration de la petite histoire dans la grande. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est fascinant parce que c'est vrai que, sans spoiler, même si maintenant le jeu a quand même quelques années, mais il y a 5 ans. On a la quête du Baron Rouge, par exemple, du Baron Sanglant au début du jeu. Et en fait, moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai commencé à faire la quête pour retrouver Ciri, donc qui m'amène cette quête-là, qui m'amène sur d'autres quêtes annexes. Et en fait, je me disais, mais c'est dommage, je perds la quête principale. Et non. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout est dans un entonnoir qui revenait vers la quête principale, mais de manière extrêmement organique. Et ça, c'est un jeu qui est assez dingue pour ça, c'est-à-dire qu'il va emmener sur beaucoup de pistes, et toutes ces pistes vont se rassembler à un moment donné et vont être cohérentes avec l'histoire principale. Et ça, c'est un truc que justement ne faisaient pas du tout les open world d'avant. Et justement, ils avaient communiqué beaucoup à l'époque de la sortie en disant, c'était aussi une blague, mais en disant que leur monde était 15-20 fois plus grand que Skyrim. C'est vrai que les gens avaient retenu ça. Et ce qu'ils ont appris de Skyrim, c'est plus comment Skyrim a mis en place son histoire et comment nous on peut aller plus loin en mettant en place une narration dynamique par rapport à celle de Skyrim, qui est juste une narration de quête assez classique. Sachant qu'en plus on va jouer sur tous les volets de la narration vidéoludique, que ce soit le level design, que ce soit la narration environnementale, que ce soit tout simplement le choix, le côté un peu visual novel parfois du jeu avec des arborescences, des QCM, etc. La question du libre arbitre, on y revient, avec des fins différentes, et justement c'est parce que le joueur va poser des choix à un moment donné, parfois avec un temps limité, que les quêtes vont prendre telle ou telle orientation, et ça ajoute de la rejouabilité aussi. Guillaume, pardon, tu voulais... Non, mais c'est véritablement en fait la première inclusion d'un open world qui inclut vraiment le joueur dans sa narration, par ses choix. C'est pas un buffet, quoi. C'est pas un buffet, et surtout moi ce qui m'intéresse dans ce type de jeu, c'est que il y a un univers déjà préétabli, donc l'univers de The Witcher, l'écriture, les personnages qui sont déjà connus, mais on arrive quand même à créer sa propre voix, et je pense notamment à la fin de The Witcher 3 qui est donc des fins à choix multiples, et en fait on se rend compte que c'est véritablement la première fois où je me suis rendu compte que tes choix avaient de véritables conséquences sur la fin de ton jeu, mais du début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre un endroit où tu t'es dit là je vais commencer à avoir des choix pour arriver à la fin. C'est pas la couleur du rayon dans la cinématique de fin. C'est-à-dire que dès le début, en fait, quand tu arrives à la fin et que tu t'es rendu compte qu'il y a un tel personnage qui meurt ou tel personnage qui machin, tu te dis mais en fait tout est lié en fait à ce que j'ai fait au début de l'aventure ou ce que j'ai fait à ce moment-là de l'aventure. Et c'est la première fois où j'ai vu une ramification, ou en tout cas pour un jeu aussi vaste, qui paraît aussi limpide, et c'est le génie de l'écriture de ce jeu en fait. Jonathan. Et puis en plus tu parlais tout à l'heure de JRPG, mais c'est quand même pour moi le plus JRPG des RPG occidentaux. Pourquoi ? Parce que tu as énormément d'activités annexes. On en a un exemple là en plus sur le plateau avec le Gwent, mais tu as aussi tout ce qui est la quête entre guillemets des équipements de sorceleurs, tout ce qui va être là autour, qui en plus déjà va apporter du temps au jeu, mais te donne même l'intérêt d'aller chercher un peu partout, parce que dans chaque taverne tu peux trouver des cartes de Gwent que tu vas pas trouver ailleurs, ce qu'ils ont un petit peu repris dans FF15 aussi, certaines idées. Donc c'est vrai que là aussi, en plus de cette narration là, tu as idée de tout intégrer dans des activités que tu peux faire et enchaîner tout de suite avec le reste. Là-dessus c'est vraiment très 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 bien pensé, et c'est ça que ça va apporter de plus, je pense, par rapport au reste des GTA-like moins RPG. Avant de mesurer l'impact des jeux vidéo sur la notoriété de la saga, est-ce qu'on peut dire que Witcher 3, pour conclure cette partie-là, a fait avancer le jeu vidéo, et si oui, comment et dans quelle direction? Comment est-ce qu'on mesure l'impact d'un jeu comme ça, Pierre? Je pense qu'en fait c'est vraiment par rapport à la narration dont on parlait, parce que c'est vrai que en fait il y a beaucoup d'éléments de The Witcher qui sont des éléments assez soit classiques, soit on va dire plus ou moins réussis, genre effectivement le système de combat qui est pas fou en soi, mais c'est vraiment la narration, c'est la manière qu'on retrouve dans Assassin's Creed Odyssey. C'est typiquement le post-Witcher en fait. Ouais. C'est la manière dont sont racontées les quêtes, la manière dont les personnages évoluent, la manière dont on fait comprendre aux joueurs comment marchent les royaumes entre guillemets entre eux. Enfin, il y a tout ce système là de comme tu disais, de petites histoires dans la grande qui existait très peu en fait dans les open world d'avant. Ouais. Et Assassin's Creed Odyssey arrive peut-être même à le faire encore mieux, parce que en fait dans Assassin's Creed Odyssey on va à un endroit, on fait nos actions, nos actes, on se rend compte en fait que ça rejoint la grande histoire. Mais là où le problème, où avant les Assassin's Creed étaient simplement des checklists où on allait, et l'influence de The Witcher sur les deux derniers en tout cas était très très forte. Ouais, clairement. Et moi là, quand j'ai envie de rejouer à The Witcher 3, je joue en fait à Assassin's Creed Odyssey et j'en suis très content. Juste pour finir sur The Witcher 3, il y a deux choses que je voulais dire. C'est la première, il y a quand même une question aussi de
parce que le gameplay est pas fou, l'exploration non plus n'est pas incroyable, parce que j'ai une vidéo de la chaîne YouTube Game Maker Toolkit, qui est un game designer britannique qui fait des vidéos sur YouTube qui sont très bonnes, qui s'appelle Following the Little Dot Line, et en fait c'est exactement ça. On est un sorceleur, on est censé faire des enquêtes, il y a un peu de truc à la Batman parfois avec un sens développé, et finalement dans le jeu on fait quasiment que suivre des petites lignes pour aller à un endroit, alors que ça aurait pu être un peu plus fort, notamment avec des choses, avec des cartes qui représentent des endroits où on aurait pu aller. Il y en a quelques-uns des moments comme ça, mais ils sont très peu. Est-ce que ce que tu viens de décrire, c'est Breath of the Wild quelque part qui a compris cette impasse-là de Witcher 3 et qui l'a corrigé, enfin qui en tout cas qui a proposé autre chose? Je pense que la réponse, elle est encore une fois dans Assassin's Creed Odyssey, où au début du jeu, on choisit si on veut jouer en Little Dot Line ou si on veut jouer en exploration. Si on veut jouer en exploration, le jeu nous dit il y a un temple qui est comme ça, il faut y aller. Et le dernier point, c'était peut-être un des derniers jeux aussi à faire ce qu'on appelle des extensions à l'ancienne, et donc pas des DLC qui nous rajoutent des petites missions à droite à gauche. Et là notamment je pense à Blood and Wine qui est en face de moi, qui est une vraie extension à l'ancienne, surtout Blood and Wine parce que l'autre un peu moins, avec un nouveau monde, des nouvelles histoires, des 15-20 heures de jeu qui sont comme les extensions des Elder Scrolls à la grande époque, et ça n'existait plus non plus vraiment. Et en plus ce qui est dingue, c'est que quand on fait le jeu original plus les 2 extensions à la suite, on a constamment en fait des brides qui vont nous rappeler de nos aventures passées. Oui, c'est ça. Et en fait c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est le cas dans tous les autres jeux, c'est-à-dire que c'est intéressant de faire les jeux à la suite pour justement mêler les sauvegardes et se rendre compte qu'en fait les choix que tu as fait quand même dans The Witcher 2 ou dans The Witcher 3 juste après pour les extensions, et ça a eu des conséquences dans ton aventure par la suite. Très bien, si vous aviez une dernière chose à ajouter pour Witcher 3 avant qu'on passe à la série, Jonathan, n'est-ce pas? Jouez-y. Jouez-y. Je pense clairement, jouez-y. En plus maintenant, n'importe quelle édition de The Witcher avec tous les DLC coûte quasiment entre 15 et 20 euros. Dans toutes les soldes. Là en ce moment il est à 15 € sur Steam. Hâte de pouvoir faire les DLC un petit peu plus tard, parce que j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais pour les semaines qui viennent, mais bon. Rendez-vous sur Twitch. Donc on va s'écouter, ma foi, avant de parler de la série, une petite chanson de circonstance, n'est-ce pas? Oh là là, incroyable, la chanson de Jaskier, Toss a Coin to Your Witcher, interprétée par Joey Beatty. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de 8 de pixels, toujours avec Pierre Maugin. Ouais. Tout va bien? Écoute, toujours. Tu as chanté pendant la pause? Oui, mais je pense que les gens n'avaient pas envie d'entendre. Très bien. J'espère, je me suis absenté pendant quelques minutes, mais on a une story, non? Dommage. Bon, on n'a pas de captation. C'est con. Tant pis. On n'a pas la preuve. Guillaume, merci. Alexis, Jonathan, tout va bien? Nickel. Allez, parfait. On est parti. Jonathan, tu es prêt pour la critique? Oui. On passe au 3e axe, la série Netflix qu'on a beaucoup attendu, mine de rien, que certains ont redouté. Et tu vas nous dire quel camp finalement a eu raison. C'est parti pour la critique. Mais c'est de la merde. Alors, les livres et les jeux vidéo ne lui suffisaient plus, c'est désormais sur le petit écran que Geralt de Rive, le sorceleur imaginé par Andrzej Sapkowski, tente désormais de s'imposer. Après une tentative polonaise que l'on qualifiera par euphémisme de décevante en 2001, c'est aujourd'hui Netflix qui réalise une série de 8 épisodes sortis en fin d'année dernière et qui adapte non pas les jeux mais bien les livres. Un essai qui semble payant puisqu'il s'agirait du meilleur lancement pour une série Netflix, et cela selon la firme elle-même, qui n'aurait rien d'autre que d'offrir au public un remplaçant à Game of Thrones. Et pourtant c'est difficile de tracer un parallèle entre Game of Thrones et Netflix d'après les premières minutes, puisque on voit tout de suite Geralt dans ses œuvres en train de tuer une Kikimor, donc une espèce de grosse peste araignée monstrueuse, qui sévit donc dans ce monde moyenâgeux appelé le continent. Donc on l'avait dit tout à l'heure, où les humains règnent depuis plusieurs centaines d'années après avoir soumis ou fait fuir les autres races comme les elfes ou les nains. Et Geralt de Rive, le sorceleur éponyme, est un professionnel. Tuer des monstres, c'est son métier, et il le fait, ma foi, fort bien. Et justement, le Witcher est donc cette série est le récit des 2 premiers livres, donc les 2 recueils de nouvelles qui tracent donc en fait beaucoup d'aventures que Geralt a pu vivre, qui sont des recueils, donc des nouvelles sans forcément de lien direct entre elles, ce qui explique aussi le contexte épisodique de cette série, donc plusieurs épisodes liés avec leur protagonisme et pas forcément sur un plan linéaire. Sauf qu'en parallèle, on découvre aussi le destin tragique de Ciri, héritière exilée du royaume de Sintra, qui est pourchassée par Nilfgaard, donc l'empire local qui cherche à la retrouver notamment pour ses pouvoirs magiques. Enfin, et c'est le principal atout et l'ajout de cette série par rapport aux livres et aux jeux, on suit aussi toute l'histoire de Yennefer de Vengerberg, la sorcière donc, dont l'ascension vers la beauté et le pouvoir va lui coûter beaucoup plus qu'elle ne le pensait à la base. Ce qui fait de cette série Netflix une adaptation fidèle
au livre et qui apporte quand même un petit peu sa contribution à l'histoire du personnage féminin principal. Heureusement, le casting est au niveau puisque The Witcher fait partie de ces histoires dans lesquelles les personnages sont au centre et il faut donc une interprétation forte pour pouvoir tenir le rythme. Donc Henry Cavill incarne un Geralt convaincant, cynique, puissant, alors que Anya Chalotra, donc elle crève l'écran avec son interprétation de Yennefer, tantôt vulnérable, bafouée puis triomphante, mais aussi tantôt dominante et dominée par ses regrets, notamment par rapport à ce qu'elle aurait aimé être. Ça, j'en en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est quand même ce qui est le mieux rendu, notamment donc en ajout par rapport au livre. Un casting, donc généralement des seconds rôles, globalement presque tous très bons, en tout cas presque tous bien utilisés. Il y a que Ciri qui est vrai un petit peu en retrait par rapport à sa place, notamment dans les livres. Ça risque d'être beaucoup moins le cas par la suite, mais c'est vrai que voilà, dans ce domaine comme dans les autres, on sent que Witcher en garde encore sous le pied. Alors, tu parlais effectivement du trio de personnages qui constitue le cœur de la saga. Cela dit, de nombreux spectateurs ont critiqué justement la narration va-et-vient, un peu trop complexe, étant donné que les aventures de Geralt, Ciri et Yennefer se déroulent pas forcément dans le même espace et encore moins dans la même temporalité. Voilà. Et pour cause, puisque les sorceleurs et les sorcières de cet univers vivent plusieurs décennies en plus que les êtres humains normaux, les aventures de Geralt et Yennefer, elles ont lieu sur quasiment 50 ans, voire même un peu plus en fait dans cette série. On ne sent pas trop passé d'ailleurs. Voilà. Et alors que, en fait, pour Ciri, ça correspond au présent de la narration. Et étant donné que la série ne met jamais d'encart pour dire l'année où on se trouve, ou du moins la temporalité, ou alors, comme dans Les Filles du Docteur Mash, un film qui est actuellement au cinéma, qui met pas de couleur en fait précise pour une timeline, ce qui fait que on peut être assez confus. Heureusement, à la fois dans les dialogues et aussi dans les épisodes eux-mêmes où on voit le même personnage qui est enfant ou adulte, on peut se rendre compte que Geralt et Yennefer sont entre guillemets dans le passé de Ciri. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la série, on va en fait avoir des personnages qui se rejoignent, les lignes temporelles qui vont se réunir, parfois de manière surprenante, et on arrive à la fin de la série en sachant où on va, et effectivement on comprend ce que la série a voulu faire, même si ça peut paraître un petit peu des fois tiré par les cheveux. Alors du coup, jet de dés réussi ou échec critique ? Je suis positif, mais je dois bien reconnaître des problèmes assez visibles, notamment certaines scènes extérieures. Tout ce qui concerne série, parfois c'est bâclé. Je sais pas s'il y a eu des nuits américaines qui ont été mal faites. Le fait que tout ce qui concerne les sorceleurs soit assez survolé ou rapidement évoqué. Donc, alors c'est vrai que surtout si on a joué au jeu, on s'attend à voir un petit peu des choses sur les potions, sur Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, ou même sur sur le background. Il l'évoque rapidement sans forcément s'attarder dessus. Et surtout que les scènes d'action sont parfois assez plates. Alors il y a effectivement dans le premier épisode un plan séquence très bien fait qui donne le ton, mais qui est plus vitrine, qui représente pas forcément toute la série. C'est pour réveiller les fans de Daredevil un petit peu, je pense. Peut-être. En tout cas, on retrouve ici, et c'est ça heureusement que la série arrive à bien faire, c'est de montrer en fait les personnages, leur interaction, leur tourment, ces exclus marginaux qui vont finir par fonder une famille, alors une famille recomposée, prête à tout pour protéger les siens. Un humour qui est récurrent sans forcément être trop lourd, une musique bien gérée qui évite les qu'on aurait pu craindre. En tout cas, je sais que certains craignaient avant la série, même si effectivement il y a une partie orchestrale qui reprend donc un peu l'idée des thèmes de The Witcher 3. Des costumes et un travail sur les décors qui est intéressant, même si malheureusement le parent pauvre ça a été les effets spéciaux, notamment sur certains monstres avec de l'envergure. On sent encore que le budget n'était pas au niveau des ambitions, mais si on veut vraiment forcer la comparaison avec Game of Thrones, on obtient un résultat un peu plus bancal, et pour cause les résultats étaient un peu plus limités, mais l'ambition elle était là. Et du coup il faut faire des choix, et c'est vrai qu'on a des batailles un peu comme la saison 1 de Game of Thrones qui ont été escamotées, notamment des grandes batailles rangées, alors que la série a fait le choix de se concentrer sur celle du Mont Sodden, qui est une bataille de mages qui là aussi aurait pu être un peu plus épique, mais on essaie de nous montrer justement des tours de magie, des choses qui sont assez innovantes par rapport à ce qu'on voit sur de la fantasy sur petit et grand écran. Pour en avoir plus, il faudra attendre la suite. Moi, je sais que je l'attends personnellement, parce que là, on devra avoir maintenant le 3e livre et la suite. Donc, à partir de la pentalogie, les romans qui vont être faits. Et c'est là qu'on verra alors, justement, si ce Witcher Netflix peut s'imposer comme un divertissement de fantasy de référence avec des personnages au destin tragique, une épopée capable de renverser le destin de plusieurs mondes, ou bien si la série coulera tel un dragon touché par un tir de baliste chanceux. Après tout, le succès, ça apporte l'argent et la reconnaissance.
certes, mais ça peut aussi provoquer l'indolence et la paresse, et tant qu'à suivre l'exemple de Game of Thrones, autant essayer de ne pas s'inspirer de ses travers. Bon, l'œuvre est terminée déjà dans le cas présent par rapport à Game of Thrones. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un élément à prendre en compte. Merci pour ta critique, Jonathan. Pierre, tu as pu voir la série. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, j'ai un peu les mêmes soucis, c'est-à-dire que il y a vraiment notamment en termes de personnages, je trouve que les personnages sont très bien, pour le coup, très bien campés globalement. Moi, j'ai vraiment le problème de temporalité. Alors, c'est pas le problème d'avoir plusieurs timeline qui me dérange, c'est qu'en fait on sent jamais le temps passer en fait entre les deux, et pour moi c'est un vrai souci qui aurait pu des fois juste régler par d'ailleurs entre parenthèses ça va aussi aller dans le sens de relations entre les personnages, ça aurait pu être réglé par des dialogues en fait de personnages qui se disaient tu te rappelles ici on est passé il y a 30 ans faire ça, enfin quelque chose qui montre d'une part, verbalise un peu plus, voilà, qui montre d'une part qu'il s'est passé des choses, et surtout que eux ont vécu les choses ensemble. C'est-à-dire que le lien entre Geralt et Yennefer, on comprend moins dans les épisodes justement finaux où il y a un attachement entre eux deux qu'on a du mal à saisir, alors que s'ils nous avaient dit plusieurs fois qu'ils avaient vécu les choses ensemble, qu'ils avaient partagé des moments, on aurait mieux compris en fait qui ils étaient l'un pour l'autre et à quel point ils tenaient Ils se connaissent depuis plusieurs années, voire ça, dizaines voilà, d'années en fait, et c'est vrai qu'on les voit deux ou trois fois. C'est ça, on devrait le sentir ça, effectivement on le sent pas. Ouais. Alexis, Guillaume? Vas-y. Moi finalement j'ai bien aimé. Alors c'était pas forcément le cas des premiers épisodes, mais au long cours la série était pas si mal foutue. Le truc qui m'a vraiment gêné par exemple, c'est pas forcément ces histoires de timeline. En vrai, quand tu connais un peu la série, surtout que tu connais l'écriture des romans, tu te dis que final en fait c'est plein de petites histoires qui vont chevaucher et qui vont retrouver leur long cours par la suite. Ce qui m'a vraiment gêné par contre, c'est que au vu de la production de la série, je m'attendais à au vu de l'attente de la série, je m'attendais à une production un petit peu plus léchée. Je m'attendais à voir des monstres beaucoup plus. Je m'attendais à plus de spectaculaire, et je ferais peut-être un petit grief au niveau de la photo globale de la série qui fait un peu série sous-série en fait de science-fiction ça m'a un peu gêné. Disons c'est le filtre grisâtre tristounet qu'on se tape depuis Avengers 2. Le jaune pisse grisâtre. Ah oui, jaunâtre, c'est plus Snyder. Notamment quand t'arrives dans les villages. Justement bleu, là c'est ce que je disais, tous les extérieurs bleuâtres comme ça. Ouais. Disons oui, on n'est pas dans la photographie abondante et luxuriante des jeux. Pour le coup, clairement pas. C'est un univers plus austère. Pas mal de réactions sur le chat qui disent que finalement les différentes temporalités n'ont pas beaucoup dérangé. Je cite Darkanum pour le coup. Merci Dark Rayon pour les sautes de ta chaise. Voilà, tu m'as donné 10 000, donc hop, je saute de ma chaise. Voilà. Alexis, toi, t'avais pas été trop dérangé par la temporalité en fait? Non, je trouve qu'en fait, au final, on sait pas exactement quand se passent les histoires de Geralt et Yennefer, mais en fait, on s'en fiche, je trouve, parce qu'on comprend à peu près quand ça se passe et comment. Donc à partir du moment où on a compris que c'était pas au même moment, je trouve que c'est pas trop dérangeant. Mon principal reproche que je pourrais faire à la série, donc c'est évident, il y a des moments où vraiment on n'y croit pas du tout parce que c'est vraiment très mal fait, c'est vraiment dérangeant. Je pense notamment à l'histoire d'une chasse à un moment, c'est vraiment dérangeant. Ce qui me dérange peut-être, c'est que quand on ne connaît pas l'univers de The Witcher, c'est impossible de s'y retrouver dans ce truc. Parce que au bout de 10 minutes, on name dropper l'Empire du Nilfgaard, les machins, les trucs et tout, il y a l'introduction, elle est terrible. Et ça, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un effort en fait là-dessus, sur ce point-là, pour permettre aux néophytes de pouvoir s'approprier l'univers. Disons que oui, Game of Thrones faisait l'effort dans son générique d'introduction de recaser la situation d'énonciation pour qu'on au moins comprenne l'échiquier, et qu'ensuite on voit les personnages réagir en fonction de deux ou trois péripéties et faire le choix de s'y attacher ou pas. Mais Witcher ne fait pas cet effort-là. Mais pourtant, le dernier point, c'est pour le coup, ils l'ont pas, ils le font pas. Je trouve que la série, elle n'est pas édulcorée parce qu'elle arrive sur Netflix. On aurait pu craindre que ça soit devienne une version Disney, mais ça ne l'est pas. Et je pense, regardez le premier épisode, le combat d'épée à la fin du premier épisode à Blaviken, je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. Surtout après Star Wars 9, on a des chorégraphies qui sont vraiment genre de la danse en fait. Là on a vraiment quelque chose, on voit que vraiment deux personnes qui se battent pour se tuer. C'est un des meilleurs combats d'épée en fait que j'ai vu dans une série, même dans un film globalement. C'est super réaliste. Et justement, lui il danse, Geralt notamment, on le voit il y a un côté félin, il y a un côté gracieux, élégant de sa mise à mort en fait. Et c'est vrai que dans ce plan séquence, c'est ce que je disais, c'est un des meilleurs plans séquences, je pense,
effectivement, tu parlais de Daredevil, je pense même que ça va au-dessus pour moi. Mais effectivement, le problème, c'est que c'est à côté vitrine et tout n'est pas au même niveau, quoi. Ce qui est fou, c'est que justement, après, dans le combat, justement, durant la chasse dont on parlait, c'est vrai qu'il y a aussi un combat à ce moment-là, avec quasiment le même nombre de personnages, et c'est beaucoup plus cheap, et on dirait limite du Xena. C'est ça. Après, l'intérêt de cet épisode était peut-être ailleurs, plutôt structuré en épisode Doctor Who, j'ai trouvé. Non, mais voilà, avec le côté justement, c'est pas faux. quelque chose d'extérieur. C'est vrai que on aurait pu le mec Docteur à la place. Moi, disons, pour donner un petit peu mon avis avant de refermer cette case, qu'il faut quand même qu'on conclue. Moi, j'ai trouvé que l'arc entre Geralt et Yennefer, c'était l'essentiel en ce qui me concerne. Ce que je retiens de Witcher, c'est surtout ça, et c'est plutôt réussi. L'arc de Yennefer est assez ouf, je trouve. Anya Chalotra, elle donne tout pour son rôle, c'est assez incroyable. Et non, globalement, j'espérais un Doctor Who Dark Fantasy avec justement des petites histoires comme ça à droite à gauche, avec juste Geralt qui fait des trucs. Finalement, c'est un peu le cul entre deux chaises avec la grande histoire, la petite, on jongle entre les deux, puis finalement le dernier épisode te montre à la toute fin que finalement toutes les temporalités se rejoignent. On va peut-être aller dans un truc plus linéaire et peut-être mieux tenu pour la saison 2. En tout cas, on l'espère. Merci pour vos avis partagés. Vous pourrez évidemment retrouver la critique en replay sur YouTube. Reprenons le cours du débat si vous le voulez bien. Posons la question d'emblée, Netflix a-t-il son Game of Thrones ? Au vu du succès de la série, en tout cas, ils ont une série fantasy qui a capté l'œil du grand public, qui a permis de rebooster les ventes du jeu et probablement, à mon avis, des livres. Oui. Donc effectivement, ils ont un truc qui peut le devenir. Mais ça, il va falloir plusieurs années pour le savoir. Mais est-ce que ça peut tenir le coup face à la terre du milieu d'Amazon ? On verra quand ça sortira. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait le poids, la force du médium de la série par rapport aux jeux vidéo. Parce que The Witcher 3, quand il est sorti, j'ai l'impression que tout le monde en parlait. En tout cas dans notre microcosme, c'était vraiment le jeu du moment. Mais pourtant, le jeu là, a eu une popularité encore plus forte à la fin de l'année. Il y a eu le nombre d'heures de jeux simultanés sur Steam qui a été atteint le record. Alors ça montre quand même que la force de frappe d'une série ou d'un film est beaucoup plus forte que celle d'un jeu vidéo. Et en parallèle, en fin d'année, on a eu Star Wars aussi un peu avec le Mandalorian versus Fallen Order, qui montre bien que le jeu vidéo a encore un peu du chemin à faire avant d'être aussi populaire que la série. Et surtout que Netflix, fort du succès de la série, vient d'annoncer un film d'animation confié, on aurait pu s'attendre à DreamWorks, mais finalement au studio de Legend of Korra, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, est-ce qu'on peut voir venir une sorte de gestion transmédia de la licence Witcher? Ce qui paraît évident quand on regarde un peu déjà de tout ce qu'on a parlé, surtout de la façon dont la série The Witcher a été accentuée pour plein de médias, c'est que c'est véritablement une série qui a été pensée pour le transmédia, même si Sapkowski n'est pas forcément d'accord avec cette idée. Disons, en tout cas, ça s'y prête, ça n'a pas été pensé pour, mais ça s'y prête. C'est exactement ça, et je me dis qu'il manquerait peut-être un film, voire une série de films d'envergure un petit peu plus importante pour asseoir en tout cas la popularité de cette saga, mais malgré tout je suis quand même assez confiant sur le devenir de la série sur Netflix, et notamment quand on voit un peu les retours de la série qui sont globalement bons, même si les fans sont là, mais disons que les néophytes sont pas forcément là. Par contre, moi je suis assez confiant dans le sens où les showrunners sont en train de nous dire que en fait au final la série elle va peut-être durer jusqu'à 7 voire 8 saisons. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, et surtout la production va augmenter, donc les moyens, et donc voilà quoi. Et donc juste pour rebondir sur ce que tu disais quand même, on a Profiseca sur le chat qui nous dit en face il va y avoir le Seigneur des Anneaux, Narnia, la Roue du Temps et potentiellement l'Assassin Royal, ce qui fait quand même beaucoup de concurrence sur le terrain, si on inclut je sais pas moi le reboot en série d'Harry Potter dont tout le monde parle. Ça finira par nous arriver. Mais les années 2020 seront les années 2000 avec une moustache, c'est surtout c'est ce que tu disais, il y a un potentiel de franchisation en fait qui est très très fort. Effectivement, tu le disais aussi, Sapkowski est pas forcément très friand. Ce qui peut être très fort, effectivement, c'est si comme les livres ils arrivent au bout du cycle, et qu'après comme les jeux vidéo ils enchaînent sur une suite qui s'inspire des jeux vidéo sans forcément être forcément liés, ça peut effectivement non seulement ramener plein de gens mais s'inscrire sur la durée, et comme Game of Thrones un peu patrimonialiser un peu la série, quoi, en faire une référence que tu disais des années 2020. Mais pardon Pierre, juste pour dire que pour moi je vois un risque en fait dans la série animée, ils ont pas annoncé vraiment
vraiment de temporalité pour l'instant dans lequel Ce serait un film standalone. D'accord, ok. Voilà. Parce que j'ai juste peur que ça, en fait, ça, déjà que pas mal de personnes qui sont un peu, qui ont une certaine confusion en fait dans la manière de raconter l'histoire, dans comment ça se passe, où ça se passe, quels sont les codes. Si effectivement ils rajoutent encore une autre couche, avec en plus un mode animé, les gens vont se demander à quoi ça fait référence, si c'est la même temporalité, si c'est le même personnage, si c'est un spin-off, si c'est. Et j'ai peur que ça puisse être confusant pour les gens. Ouais. Guillaume. Netflix l'a bien compris parce que juste après la sortie de la série, ils ont sorti toute une espèce de timeline ou en tout cas déjà les timelines avec interactive, mais surtout aussi les fiches qu'ils avaient sorties sur le site spécial de la série où il y avait toutes les fiches des personnages avec leur description, leur passé, leur futur, et ça permettait au moins aux néophytes de se rendre compte un petit peu de qui sont ces personnages et comment ils évoluent dans la série en tout cas. Comme ils ont fait avec Game of Thrones d'ailleurs. Exactement. On l'a quand même pas mal fait allusion, mais on y a pas mal fait allusion, mais finalement Sapkowski reste quand même un petit peu décisionnaire là-dedans, et c'est assez ironique que une saga qui soit disons signé par quelqu'un qui croit pas au transmédia se prête autant au transmédia. Enfin, je veux dire, il y a eu des déclarations très violentes sur le jeu vidéo et sur le format série. Très violente, c'est surtout qu'il dit qu'il y joue pas. Alors, il dit quand même qu'il respecte leur autorité. Voilà. Mais voilà, c'est clair que c'est un littéraire. Pour lui, The Witcher, c'est les livres, et tout ce qu'il y a en plus, c'est du bonus. Donc voilà, partant de là, si tu pars de ce constat-là, évidemment, il considère pas les Witcher du jeu vidéo canon, même si techniquement il pourrait l'être, mais voilà, il ne le considère pas comme ça. Et la série, c'est pareil. Mais en fait, le sens de ma question, c'était finalement, est-ce que ça n'annonce pas aussi des complications pour Witcher, dans la mesure où si CD Projekt fait sa cuisine de son côté en jeu vidéo, si Sapkowski décide, je sais pas moi, de ressortir un nouveau roman pour corriger un élément de la chronologie comme il l'a fait à la fin des années 2010, il peut le faire, rien ne l'empêche de le faire. Et si Netflix de son côté adapte la série un peu à sa sauce en ajoutant des éléments nouveaux dans l'équation pour épaissir tel ou tel personnage, on risque de ne pas s'y retrouver en fait. Justement, moi, c'était ça mon inquiétude avec la version animée, quoi, pour voir effectivement qu'est-ce qu'ils allaient rajouter, comment ils allaient angler ça. Après, je sais pas quel est l'accord de Sapkowski avec Netflix en termes de rajout, en termes de. J'ai pas les détails. Parce que ça serait intéressant de voir effectivement s'ils ont une liberté en fait de création suffisamment large pour pouvoir eux-mêmes rajouter des choses. Mine de rien, ils ont adapté finalement les 2 premiers bouquins, mais il me semble quand même que justement à la fin de la première saison, ça va un peu plus loin et ça tue des personnages qui sont pas forcément tués. Donc c'est pour ça aussi, à mon avis, même s'ils vont rester globalement sur une adaptation fidèle comme Game of Thrones, comme Game of Thrones là encore, ils vont se permettre de tuer des personnages qui sont pas tués dans les livres et tout ça. Modifier un petit peu, Et au niveau du jeu vidéo, du coup, CD Projekt, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite en jeu vidéo, des remasters du 1 et du 2, un Witcher 4? Déjà, on disait tout à l'heure, quand on parlait de The Witcher 1 et 2, le nombre de l'équipe de développement, ils étaient 15 à la fin de The Witcher 1. Aujourd'hui, c'est un studio, fin 2017, qui valait 2 milliards de dollars, donc c'est devenu un mastodonte énorme. Ils vont nous sortir Cyberpunk. En tout cas, je pense que ça, c'est leur projet principal. Un jour. Non, mais en septembre, là, ça devrait aller. On voit quand même arriver Geralt un peu partout, parce que Geralt était très populaire en Pologne, on l'a dit, il y a même un timbre à son effigie en Pologne, mais dans le domaine du jeu vidéo, on l'a vu arriver dans Soul Calibur 6, dans Monster Hunter World, dans Demon X, dans Smash. Mais je veux pas, c'est pas un perso de jeu vidéo. Mais je pense que pour l'instant, ils ont intérêt à ne rien faire. Le studio, en tout cas, est les reins solides maintenant pour pouvoir faire je pense un des jeux les plus attendus de l'année, qui va probablement marquer, je l'espère, Cyberpunk marquera autant que The Witcher 3. Et puis ils sont encore en litige avec Sapkowski, ou c'est fini? Non, c'est plus ou moins fini. Il y a du nouveau terme. C'est quasiment fini. Ouais. En fait, Sapkowski ayant négocié les droits très, très à la baisse des jeux vidéo parce qu'il pensait que ça marcherait pas, une fois qu'il a vu tout l'argent qu'en tirait CD Projekt, il a quand même essayé d'en tirer un peu plus. Disons oui, dans sa vidéo, un peu de contexte autour de Witcher, Exerve donnait le chiffre de, avec l'inflation, 8200 €, l'équivalent à peu près pour léguer les droits d'adaptation aux jeux vidéo au début des années 2000. Et justement, il était revenu un peu la queue entre les jambes. Oui, il a refusé effectivement de toucher les pourcentages, etc. Il a vraiment légué comme ça en une seule transaction. Et il était revenu un peu la queue entre les jambes fin 2017, fin 2018, si je dis pas de bêtises, en demandant 13 millions de dollars, quelque chose comme ça. Mais bon, en même temps, c'est vu que
légalement, je crois qu'il peut faire valoir le fait qu'il a été lésé du fait que les jeux ont rapporté beaucoup. Enfin, bref. Mais on saura ça dans 15 ans, 20 ans. Hein. C'est ça. On saura pas ça maintenant. Sur un potentiel The Witcher 4, de toute façon, ça ne sera pas remis en cause parce que de toute façon, CD Projekt, c'est l'âme de The Witcher côté vidéoludique et ça changera pas. Après, le truc, c'est que faut savoir que je sais plus combien a coûté en production The Witcher 3, mais ça, c'est quand même un développement au long cours. Hein. De toute façon, ils ont toujours fait des développements au long cours. Je pense que CD Projekt, ça fait partie de ces développeurs, à l'instar d'un Rockstar par exemple, qui peuvent se permettre aujourd'hui comme on l'a vu avec Cyberpunk, de bosser 10 ans sur un jeu, quoi. Voilà, ils peuvent prendre du temps sur leur jeu, c'est pas un souci pour eux, ils ont les moyens en tout cas d'avoir du cash en attendant, mais par contre The Witcher 4 c'est pas du tout encore dans leur projet, il faut qu'ils finissent Cyberpunk et ils sont déjà en train de penser à si Cyberpunk aura une suite, donc à ce moment-là et puis Siri dans Cyberpunk. Voilà, déjà, voilà. Mais pour finir, le studio aussi bosse sur Galaxy, qui est quand même avec tous les launchers qu'on a sur PC, maintenant ça devient l'enfer et c'est en bêta. D'ailleurs, GOG ne va pas si bien que ça. Voilà, GOG ça va pas très bien et GOG Galaxy on pourra avoir donc un launcher unique pour les lier tous, pour les unir dans les ténèbres, les lier ou je sais pas quoi. Juste on en a pas parlé, mais ils ont sorti Gwent en standalone et Thronebreaker, qui sont des jeux qui sont basés sur le Gwent. Gwent c'est vraiment comme son nom l'indique que le jeu un peu amélioré, et Thronebreaker c'est un RPG visual novel où les combats se font en fait via le Gwent et on en parle un petit peu hors antenne, mais c'est très très bien et les mécaniques de jeu sont extrêmement poussées. Et puis c'est vraiment aussi bien écrit que The Witcher 3. Enfin, clairement c'est pas un petit jeu avec des cartes avec c'est vraiment ça dure 30 heures, il y a des choix aussi pareil qui ont des conséquences, etc. Donc ils ont quand même fait des choses à côté qui sont très bien et que je conseille à titre personnel. Les amis, avez-vous un dernier mot à ajouter sur Witcher avant qu'on referme ce grand dossier, ma foi, fort complet? Moi je trouve ça dommage en fait de faire un 4 parce que je conseille tous aux gens de faire le DLC, enfin les 2 DLC, mais dans Blood and Wine en fait, la manière dont se finit le DLC, qui est sublime, et je trouve ça dommage qu'il y ait un Witcher 4. Avec un cassage du 4e mur. Ouais. On se reverra, nous y reverrons. Voilà. C'est bien parce que t'as pas envie de voir ce qu'il y a après. Voilà. Très bien. Bah écoutez, les amis, merci. Merci pour ce grand dossier. Pour autant, l'émission n'est pas terminée. C'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical cette semaine qui s'intitule Sorcellerie Rémoulade, tout simplement. Donc c'est un quiz musical donc consacré au grand univers de la sorcellerie, des sorciers, des mages, des sorcières, des sorceleurs peut-être, avec donc 2 équipes. Bon là, Alexis nous a grillé très en amont évidemment. 2 équipes, l'équipe à ma droite Yennefer et à ma gauche l'équipe Triss. Donc on a l'équipe. Je suis très content où je suis. Voilà, donc je me permettrai d'ajouter l'équipe RT si c'est Triss et à ma droite l'équipe 92 FAR Yennefer. Mais donc du coup les règles n'ont pas changé. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. On cache effectivement le chat avec les conducteurs. Des amis, j'ai envie de dire, on est parti pour le premier morceau. Witcher 3. The Witcher 3, bravo. Kermoren, composé par Marcin Prisbilovic, je l'ai bien dit cette fois. Witcher 3 Wild Hunt, sorti en 2015 sur à peu près toutes les consoles. Enfin, on a le plateau, voilà, PS4, Xbox One, PC et même Switch. Et oui, le saviez-vous. Incroyable. 1-0 pour l'équipe Yennefer. Deuxième morceau. Harry Potter lequel? 1. Équipe Triss. Harry Potter 2. Harry Potter 2. Harry Potter 3. Harry Potter 3. Harry Potter 4. Harry Potter 5. Harry Potter 5. Vous avez pas été malin, hein, franchement. Bon, c'était Harry Potter 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le thème de Dolores Sombrage. Ah mais oui. Composé par Nicolas Cooper. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, film de David Yates, sorti en 2007. 2-0 pour l'équipe Yen. Attention l'équipe Triss, rien n'est perdu, il reste encore 3 morceaux, rien n'est joué. On se concentre. On réfléchit bien.
Bayonetta. Bayonetta. En même temps, est-ce qu'on fait un Shifumi? Non. Il est magnanime. Ah, Karl, le juge de ligne, Karl dit que c'est Guillaume. Il me semble qu'il Très est bien. là. Donc c'est Bayonetta, effectivement, Battle for the Umbra Throne, le premier combat qui révèle un petit peu le passé de Bayonetta dans le premier jeu, sorti en 2009, édité et développé par Platinum Games et édité par Sega et réédité ensuite sur Switch dans la bien belle compilation des jeux qu'on aime, des jeux qu'on adore, composé par Rei Kondo, ce morceau qu'on avait déjà retrouvé sur Fire Emblem Awakening, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on reconnaît les cornemuses. 2-1 pour l'équipe Yen, toujours un point pour l'équipe Triss. 2 morceaux restants, on reste concentré. Alors celui-là il risque d'être un petit peu difficile, je m'excuse. Je vous donne déjà d'emblée un indice, c'est un film. The Witch. The Witch, bravo. Oh là, bravo Pierre. The Witch, effectivement, film d'horreur de Robert Eggers, sorti en 2015, projeté en 2015, sorti en 2016. Film qui raconte un petit peu voilà la corruption des fondamentalistes religieux de la Nouvelle-Angleterre. Très beau film d'ailleurs. Film compliqué à regarder. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, on dort pas très bien après quand même. Mais rôle la percée de Anya Taylor-Joy, mine de rien. Je sais que Cédric aime beaucoup ce film, donc on l'embrasse sur le chat. De partout, ma foi. Incroyable. Oui, fais pas la gueule, Alexis. Tout va bien se passer. Un morceau. Ça va arriver. C'est peut-être le dernier que ça va se jouer. On se concentre. Sabrina. Ce n'est pas Sabrina, l'équipe Yann. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une série d'animation créée par Disney au début des années 2000, adaptée d'une bande dessinée qui est parue dans Minimag d'abord. Wings? Ce n'est pas Wings, c'est l'autre, Triss. Pensez au thème du quiz et à des initiales. On s'emmerde, nous dit Karl. Personne ne l'a. Bon. On va attendre la fin du morceau. Ils vont le dire. Hein. Ah non, ils vont pas le dire. Le bâtard. Witch, je sais pas. Witch, oui, c'est Witch, tout simplement. Bravo Alexis. C'est la deuxième fois bon. Voilà, c'est Witch, tout simplement. Okay. La série Witch de Disney, donc le Magical Girl et l'occidental. Tu disais un truc avec Witch et devant, t'avais 3 bonnes réponses sur ça. Pensez. Je vais être honnête, ça on va finir sur un match nul parce que j'ai compris que c'était Witch par notre régie, donc je vais. Je ne prends pas le point. On fait match nul. Mon Dieu, d'accord. Comme ça, Triss et Yen, du coup le choix restera ouvert. On va dire ça comme ça. Chacun fait son run dans son coin. Il l'avait trouvé dans le chat. Le chat l'avait trouvé, bien sûr. Cédric, évidemment. On t'a reconnu. Donc oui, Witch, série d'animation de Disney, et les initiales c'est Will, Irma, Tarané, Cornelia et Hilda. Voilà, donc tout simplement. Et Will, c'est le plagiat. Ok, merci Cédric. Tout à fait. Donc merci à vous pour ce quiz musical qui se termine ainsi sur un match nul. Les amis, c'est l'heure de recommandation. En avez-vous? Jonathan. Moi j'en ai une, c'est 1917, film qui est sorti la semaine dernière, s'il me semble, sur 2 soldats de la Première Guerre mondiale, donc en 1917, qui doivent aller porter un message à un bataillon qui s'apprête à attaquer des Allemands, mais qui risque de tomber dans un piège. Et c'est un des meilleurs films, non seulement que j'ai vu depuis très longtemps, mais un des meilleurs films que j'ai vu tout court, je pense. Ah bon. Et le Wombo Combo, Sam Mendes, Roger Deakins à la photo, ça reste toujours si merveilleux. Je ne peux... Alors, n'allez pas le regarder si vous voulez un soldat Ryan Bis. C'est pas ça. C'est beaucoup plus de l'immersion, notamment dans une ambiance qui peut même être limite un peu horrifique au début avant de passer sur autre chose ensuite. Mais voilà, c'est clairement une expérience, à mon avis, à vivre. Et je m'excuse auprès de Fourmi sur le chat qui me tape sur les doigts, qui me dit que c'est pas Hilda pour le H, mais Eileen, évidemment. Eileen, que j'avais oublié, excuse-moi. Voilà, et alors pour les recommandations, très vite, si vous avez aimé The Witcher, vous aimerez Moorcock, vous aimerez Elric, qui est une des inspirations, un albinos aussi, beaucoup plus maléfique que Geralt, mais voilà, dont les aventures sont quand même assez connues et qui peuvent vous intéresser, notamment avec son épée Stormbringer. Alexis.
une chaîne YouTube, NoClip, qui fait des documentaires. On a déjà recommandé, je pense, ici, mais ils ont fait leur première série de documentaires était sur justement CD Projekt, où ils font des interviews au long cours sur les créateurs du studio. Donc on a toute l'historique du studio et de The Witcher en particulier. Ça se conclut avec une vidéo de 2 heures à la PAX, je crois, en 2017, où tout le monde revient sur un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment bien. Ils font des documentaires sur plein de sujets en particulier, mais celui sur CD Projekt notamment est très bien. Merci beaucoup, Guillaume. On parlait de The Witcher 3, on parlait de son gameplay et de sa narration, mais il y a aussi un élément qui fait que c'est un jeu génial pour moi, c'est sa musique. Et je voulais parler de son compositeur qui s'appelle Marcin Srivilovich. J'ai bien dit. Voilà. Oui. Qui est donc à la composition du jeu et qui sera également à la composition de Cyberpunk 2077. Et j'adore cette OST, génial. Ça mêle beaucoup d'influences, notamment tout ce qui est Moyen-Orient, Shakira. Non, mais, comme dans la série, finalement, il y a un peu de pop, mais moi j'aime beaucoup la sonorité de tout ce qu'il a fait pour le jeu et je recommande chaudement. Toute sa discographie est disponible sur Spotify. Merci beaucoup, Guillaume. Toi, Pierre, excuse-moi. Alors moi, je vais recommander un film qui s'appelle The Headhunter. Alors pour le coup, on va rester dans la dark fantasy à fond. En fait, c'est un petit film en fait d'un réalisateur qui s'appelle Jordan Donny. C'est limite un moyen métrage, ça dure 1 heure pile. C'est sorti pour l'instant que sur plateforme. Je crois que c'est aux États-Unis ou en Angleterre, que sur Amazon Prime. Et ça sort en fait en Blu-ray là, le 3 mars prochain. Et c'est un truc que j'ai jamais vu, un truc dans ce genre-là. C'est extrêmement violent, c'est très. On sent le côté boueux, le côté vraiment crade, et c'est juste un mec qui chasse des monstres pour venger sa fille. Et c'est une descente aux enfers de ce type-là qui va vraiment vivre que pour ça. Et visuellement, c'est incroyable pour un petit film comme ça, et c'est d'une puissance assez dingue. Et donc voilà, si vous pouvez le trouver le 3 mars prochain, je conseille. Très bien, merci beaucoup Pierre. Sur le chat, on nous recommande quoi ? On nous recommande Fourmi qui nous recommande la BD Witch, bien sûr, infiniment meilleur que le dessin animé. On a Profi Sekai qui nous recommande Orphan le sorcier noir sur Wakanim, qui est assez surprenant. Thunder qui nous recommande le Blu-ray de la balade de Narayama chez The Joker Film, et Darkanum qui nous recommande Star Trek Picard. Des recommandations fort variées. Pour ma part, je vais vous recommander un petit groupe, je vous l'ai teasé pendant la pause musicale, mais Miracle of Sound, qui est un groupe de dark folk / metal un petit peu soft, voilà, c'est des fans de jeux vidéo qui décident de faire de la musique comme on en voit beaucoup sur internet, mais ils le font mieux que les autres, tout simplement. Beaucoup de délire dark fantasy, ça parle de Witcher, ça parle de Bloodborne, ça parle de Shadow of the Colossus, ça brasse des références assez larges. Comme je disais, il y a un petit côté sur certains morceaux, un peu, notamment les morceaux un peu synthétiques, un côté un peu Sasuke qui découvre le Hellfest, mais ça reste globalement très cool, avec des vrais bons morceaux. Donc je vous recommande ça. Ils ont un Bandcamp, ils ont 10 albums, donc n'hésitez pas à piocher dedans. Voilà, tout simplement, ça s'appelle Miracle of Sound. C'est tout, j'ai envie de dire. N'hésitez surtout pas à ajouter quelque chose, c'est le moment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Pierre ? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre ? Alors moi, pour plusieurs Mac, donc JV, le magazine JV, sur Canard PC, Vidéo Gamer, et donc dans 2 podcasts, donc le Casque et l'Enclume qui est pour le coup vraiment le jeu vidéo, et donc un podcast qu'on a monté en fait avec plusieurs personnes sur les tueurs en série. Et donc en fait on a fait déjà 2 épisodes, et donc le 3e est en cours d'enregistrement. Très bien, on suivra ça avec le plus grand intérêt, les amis, comme le veut la formule. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, n'est-ce pas ? Épisode 114, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @hyperlink_RVL, que ce soit sur Twitch, sur Twitter ou sur Facebook. N'hésitez pas à venir sur le Discord, le Prof Isekai devrait pas tarder à nous mettre le lien du Discord, évidemment, sur le chat. Il était prêt, il a fait CTRL V, hop, incroyable. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Twitch, à vous abonner, ça nous permet de fournir des émissions de qualité comme celle qu'on a fournie aujourd'hui, je l'espère en tout cas. Le compte Amazon Prime que vous n'utilisez pas. Et voilà, avec le compte Amazon Prime que vous n'utilisez pas, nous en tout cas ça change beaucoup de choses pour nous, donc on espère pouvoir compter sur votre soutien dans les semaines qui viennent. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une émission, ma foi, en ta compagnie, Guillaume, qui s'annonce fort pixelisée. C'est laquelle ? Non mais sérieux là ? Heureusement qu'il l'a dit tout à l'heure avant l'émission. Ah oui, oui, les orfèvres du pixel, vous en saurez plus dans les jours qui viennent. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.
Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.